Bonsoir à toutes et à tous, toutes celles et ceux qui viennent nous rejoindre. Bienvenue à cette table ronde autour donc de l'axe intestin-cerveau et de son intérêt en médecine fonctionnelle. Donc, nous avons deux invités avec nous ce soir, notamment le docteur Christian Boyer et également le docteur Stéphane Rézimand pour discuter de cette thématique. Donc, petite précision, c'est une conférence, c'est la première conférence table ronde qui s'inscrit dans l'ensemble des conférences qui vont avoir lieu jusqu'au mois d'octobre, donc qui sont préparatrices du congrès Microbiome 360, qui aura lieu les 11 et 12 octobre prochains à Lyon. Donc on vous en dira un peu plus à la fin de cette table ronde, comme ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, c'est un congrès qui est autour de la thématique du syndrome intestin irritable et du SIBO. On aura des invités de marque, notamment le docteur Marc Pimentel et d'autres, docteur Jacobi, docteur Siebecker, euh, professeur Castronovo et entre autres le docteur Stéphane Rézimand. Et donc le docteur Christian Boyer qui co-organise avec moi ce congrès, qui est un congrès formation. Vous trouverez plus d'informations sur le site du congrès microbiome avec un M, 360.orthodiète.org. Voilà, vous tapez microbiome 360 sur Google, vous avez le premier lien qui s'affiche, qui va vous indiquer donc toutes les informations, le programme et la façon de s'inscrire, etc. Donc, nous allons aborder dans cette table ronde, je reviens donc juste, oui, Christian est là, et Stéphane aussi. Épingle. Ok, donc on a tout le monde qui est là. Donc, rebonsoir Christian et Stéphane, et merci d'avoir accepté donc cette invitation pour cette table ronde, pour ce débat. Donc, je vais, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, parce que moi, ça fait un certain moment que je fais des conférences et que je communique avec les participants de cette conférence, donc qui se sont soit inscrits directement à des événements que j'organise ou je co-organise. Donc, normalement, j'ai pas besoin de me présenter, mais si Christian, on va commencer par Christian, si tu peux te présenter brièvement, et ensuite on passera la parole à Stéphane. Allez, ok, j'y vais. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, il y en a qui savent que je m'intéresse beaucoup au microbiote intestinal et au SIBO, soit. Sinon, bon, je ne vais pas déballer tout mon parcours, mais voilà, je suis docteur en physiologie humaine et en biologie de la santé. Et j'ai beaucoup travaillé, notamment durant mes études sur le microbiote intestinal et sur le syndrome d'intestin irritable. Et voilà, je me suis pas mal aussi formé en micronutrition, je me suis formé aussi en hormonaux, notamment un des premiers que je considère aussi comme mon mentor pour l'hormonaux, c'est Stéphane ici présent. Donc on apprend toujours aussi beaucoup de lui et de la médecine fonctionnelle, donc qui est tout à fait passionnante. Et du coup, voilà, je suis content de pouvoir organiser ce congrès du coup sur le microbiote, sur un sujet qui me passionne, sur le syndrome intestin irritable et le SIBO avec du coup Amine, hein, qui est aussi voilà, un collègue et un ami que je connais depuis quelques années. Merci Christian. Stéphane, je pense que bah, tu es une star, on n'a pas besoin de te présenter, mais essaye de te présenter brièvement quand même, parce qu'on Avec a plaisir. quand même pas mal de monde ici qui viennent de différents horizons. Voilà, je suis un médecin, je dirais, avec une ouverture d'esprit conséquente, c'est-à-dire que j'ai pas d'œillère, donc je m'intéresse à tout ce qui est intéressant au point de vue médical, et j'ai l'impression que pour être performant en consultation,
savoir bien aider nos patients, il faut connaître des domaines de médecine divers et variés. Donc, autant je suis un universitaire pur et dur, parce que j'ai travaillé dans tous les grands hôpitaux universitaires de Bruxelles en tant qu'ORL et chirurgie sérico-faciale dans les années 80, 90 et 2000. J'opère plus depuis 5 ans puisque j'ai refusé d'être cobé pour une thérapie génique et vaccinale il y a 5 ans. Donc, on m'a viré des hôpitaux où j'opérais, donc je n'opère plus. Heureusement, bien, on m'en a pris d'ailleurs. Et disons qu'outre la médecine, ben, le réel, j'ai fait l'acupuncture à Paris, j'étais prof de Rabojon pendant 12 ans. J'ai fait la nutrition avec Curté, puis j'ai fait l'hormono avec Thierry Hertog, et puis j'ai fait plein de formations. Et des formations, j'en fais toujours, puisque j'étais encore en formation à Lyon il y a quelques semaines avec Chris, chez une collègue, pour apprendre à avoir des notions sur les infections froides. Et donc voilà, et on apprend tous les jours. Donc un médecin qui n'apprend plus tous les jours, c'est un mauvais médecin. Donc il faut continuer à s'informer, à lire et à voir plus large que ce qu'on connaît déjà. Voilà, voilà. Et Très bien. je donne beaucoup des cours en hormonaux. Donc je suis formateur chez DFM comme Chris. Ok, donc là, la présentation de Stéphane et de Christian n'est pas du tout exhaustive. Euh, je précise juste que ce sont des petits fragments de ce qu'ils font réellement. Ouais, On est tous entre hyperactifs ici. ouais, Donc, euh, donc déjà, on a cette thématique autour de l'axe intestin-cerveau, qui est une thématique qui intéresse beaucoup de monde, comme on l'a vu. Donc, on a beaucoup d'inscrits. Moi, j'ai, de mon côté, euh, reçu beaucoup de mails, pas mal de questions sur le sujet. Et donc, l'intérêt de cette thématique de l'axe intestin-cerveau, au-delà euh, de ce qui est déjà expliqué depuis plusieurs années, euh, donc, on va essayer ici de détailler des choses plus ou moins pratiques, mais aussi définir un certain nombre de concepts. Donc, cet axe intestin-cerveau, donc moi, je vais donner une définition un peu classique, et puis après, donc, on va commencer par cette définition déjà pour entamer le sujet, et puis après, on verra un petit peu si nos invités pourraient ajouter certaines choses là-dessus. Donc, ce qu'on pourrait appeler axe intestin-cerveau, déjà, c'est un concept. C'est un concept. Alors, c'est un concept et c'est une réalité physiologique, puisqu'on a une interaction sur plusieurs voies entre l'intestin ou la sphère intestinale et la sphère du système nerveux central, on va dire par différents biais, différentes voies, entre autres, ce qui est très étudié maintenant et très connu, c'est le nerf vague, qui fait le lien entre le système nerveux central et l'intestin. Le système nerveux entérique également, qui constitue également, en tout cas, une des voies essentielles donc, d'interaction entre le système nerveux central et l'intestin. Le système immunitaire aussi, intestinal, qui communique également avec la microglie et aussi, donc, au centre de tout ça, le fameux microbiote intestinal qui synthétise des molécules de signalisation, des acétylchaînes courtes, des peptides, des neurotransmetteurs, des cytokines, enfin, qui induit des molécules qui produit des molécules qui induisent des cytokines, etc. Et donc, tout ça impacte également le système nerveux plus la fonction endocrine de l'intestin avec des neuropeptides, de la leptine, etc., etc. Donc, ça, c'est un petit peu un schéma général de ce qu'on pourrait appeler un axe intestin-cerveau. Est-ce que déjà du côté de Stéphane ou de Christian, est-ce que vous pouvez contribuer par des petites pièces de puzzle qui pourraient améliorer cette image, ce schéma général de ce qu'on pourrait appeler l'axe intestin-cerveau? Dont habituellement je procède de cette façon dans les débats, les tables rondes, c'est-à-dire au lieu de donner une définition comme ça conceptuelle, j'essaie de dessiner une image, un schéma sur ce qu'on voudrait discuter. Donc de votre côté, vous avez deux parcours différents. Est-ce que vous pouvez ajouter des choses à cette image ou à ce schéma?
Bah, disons que moi, je m'intéresse depuis une trentaine d'années, suite à des cours, des formations que j'ai eues avec David Schreiber à Paris, aux neurotransmetteurs, comment ils sont synthétisés. On sait qu'ils sont synthétisés via des protéines, des acides aminés et via des micronutriments nécessaires à transformer ces acides aminés en neurotransmetteurs effectifs. Alors, je pense sérotonine, mélatonine, la dopamine et les cholamines cérébrales en règle générale. Et on sait maintenant que le biopotentiel est capital pour fournir au moins au cerveau, je dirais 80% de sa teneur en sérotonine. Donc, si on a un patient devant soi dépressif, compulsion glucidique en après-midi, irritabilité, tout ça, ce qui peut devenir une dépression, ben, on a tout intérêt à non seulement le faire manger convenablement, à combler tout ce qui manque en micronutes, mais on a surtout intérêt à ce que son biote soit capable de resynthétiser cette sérotonine. Donc, si on ne travaille pas le biote, eh ben, le patient il reste avec son cerveau pourri, son dysfonctionnement. Ça manque de dopamine, moins de joie de vivre, mémoire, concentration, motivation. Donc, c'est assez étonnant parfois pour les patients qu'ils nous voient travailler sur leur flore intestinale alors qu'ils viennent consulter pour des problèmes psy. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus ancien. On connaît ça depuis quand même quelques dizaines d'années maintenant, mais ça s'est approfondi. On sait que la dopamine, joie de vivre, mémoire, concentration, motivation, projet à moyen et long terme, vient également à 60% de l'intestin. Donc, de nouveau, si le patient est en mauvais état, parce qu'il a un SIBO, un SIFO, parce qu'il a une dysbiose, eh bien, il va nécessairement avoir des problèmes psy également. Mais également, alors, il y a plein de choses qui sont ajoutées à ça. Il y a l'inflammation de bas grade, le fait d'avoir une inflammation de bas grade, donc d'avoir une inflammation liée à une dysbiose, une infection intestinale, une inflammation intestinale, manque d'oméga 3, à trop de graisse viscérale, etc., va impacter non seulement le, le fonctionnement du cerveau, et on rend toutes les hormones et les neurotransmetteurs, puisque en cas d'inflammation de bas grade, on a un blocage, entre guillemets, des récepteurs. Et je pense à un cas particulier qui est également une inflammation intestinale liée à une candidose, par exemple. Eh bien, on sait que les mycotoxines, les petites toxines libérées par ce candidat qui a proliféré, qui a pris le dessus par rapport au bon biote, eh bien, vont aller impacter le fonctionnement de la dopamine cérébrale. On peut avoir une dopamine qui est là, elle est synthétisée, mais le récepteur dysfonctionne. Et donc, ce patient qui aura une candidose, il va avoir une chute de l'efficacité de la dopamine, donc il va avoir des problèmes de libido, mémoire, concentration, motivation, mais également ces mycotoxines, cette candidose va consommer la B12 en excès, donc on va se retrouver avec un manque de B12, donc sans B12, pas de synthèse de neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine. Donc c'est vraiment la peine est double. Et en plus, ce patient qui a une candidose va consommer son cortisol. Donc on va avoir le patient qui va avoir un manque de cortisol avec fatigue soir, compulsion glucidique, irritabilité, inflammation. Donc on peut en parler pendant des heures. Et je prenais Donc d'autres là, exemples. ce que je retiens de ce que tu viens de dire, ce sont trois points essentiels, Oui, c'est-à-dire l'intestin qui va apporter les nutriments, les micronutriments nécessaires pour la synthèse des neurotransmetteurs dans le système nerveux. Première chose, l'interaction entre les neurotransmetteurs de l'intestin et oui, ceux du système nerveux. Et ça, c'est un point qu'on va discuter après parce oui, que sur la partie sérotonine et en tout cas neurotransmetteurs qui sont synthétisés dans l'intestin, en tout cas c'est sujet à débat maintenant. Il y a des choses sur lesquelles moi je ne suis pas d'accord et peut-être que Chris pourrait aussi apporter une partie voilà, de ce qu'ils pensent là-dessus. Et alors, ce que tu disais aussi, troisième point, qu'on pourrait rajouter à ce schéma global qu'on appelle l'axe intestin-cerveau, c'est l'impact donc du microbiote. Entre autres, tu parlais des mycotoxines, on peut parler des toxines microbiennes en général, et leur impact aussi sur le cerveau. Le fonctionnement, quand on dit le cerveau, c'est le système nerveux, les structures paracérébrales, le cerveau, etc. Système nerveux central. Euh, et donc les interactions aussi triangulaires en fait entre ce qu'on vient de décrire maintenant sur l'intestin, le système nerveux et certaines hormones. On va dire toutes les hormones pour faire simple, puisque tu as parlé du cortisol, oui. entre autres, et peut-être la thyroïde et toutes les autres hormones sont impliquées là-dedans, bien entendu. Donc là, on a déjà un schéma qui est un peu plus étoffé. Euh, donc, je te remercie pour ça, Stéphane. Donc, Christian, est-ce que tu es d'accord avec ce schéma ou est-ce que tu veux rajouter ou modifier certaines choses? Euh, je pense oui, la première chose, c'est surtout quand on parle de l'axe intestin-cerveau, c'est de pas oublier, parce que
quand tu cherches des publications, du coup, en anglais, c'est marqué gut-brain axis, axe intestin-cerveau. Et finalement, il faut surtout pas oublier ce microbiote en fait au milieu. Donc, quand on parle de l'intestin et du cerveau, il y a toute une part qu'on ne peut pas oublier, c'est le microbiote qui a une influence directe sur le fonctionnement de l'intestin et donc aussi indirectement sur le fonctionnement du cerveau. Et ce qui est important aussi à comprendre dans l'axe intestin-cerveau, c'est comme tu l'as dit, c'est en fait cet axe intestin-cerveau, c'est un ensemble de communication entre l'intestin et le cerveau Mm. et le microbiote en quelque sorte, parce qu'il est aussi un acteur à part entière entre ces deux organes-là. Il est même un organe à part entière. Voilà, on devrait être Mm. considéré, on devrait avoir une spécialité, alors j'allais dire, j'ai rigolant, une spécialité de médecine du microbiote, ça devrait être les Mm. gastro-entérologues, mais bon, on sait que malheureusement, des fois, ils s'en intéressent pas assez. Mais en C'est tout un cas, organe externe, en fait. voilà, c'est ça. Voilà, il faut vraiment le voir comme ça, comme un organe à part entière. Et surtout, quand on parle d'axe intestin-cerveau, maintenant on le sait que, enfin, on le sait depuis un moment, mais encore plus dernièrement, parce qu'il y a une publication intéressante sur laquelle on pourra revenir, c'est comment est-ce que le cerveau influence le microbiote. Parce qu'on dit le microbiote influence le cerveau, mais en fait, c'est Mm. bidirectionnel. Ça va Oui. dans les deux sens. Donc ça, je pense aussi, c'est une notion importante sur cet axe intestin-cerveau. C'est-à-dire que c'est autant l'intestin et le microbiote qui influence le cerveau que le cerveau qui est capable aussi d'influencer, d'avoir une influence directe sur le microbiote. Ou nos hormones aussi, qui ont une influence sur le microbiote. Le microbiote peut influencer nos hormones. C'est quelque chose dont j'ai parlé de nombreuses fois, dont on a fait des conférences avec Steph, de parler voilà, du lien entre les hormones et l'intestin et le microbiote, et indirectement le lien entre l'intestin et le microbiote et nos niveaux hormonaux. Donc, truc important à retenir, c'est interaction bidirectionnelle. C'est comme une autoroute. On peut aller de Marseille à Paris et on peut faire aussi voilà, l'inverse, Paris-Marseille. Donc là, c'est pareil. Et aussi, quand on parle de l'axe intestin-cerveau, comme tu as dit, c'est l'ensemble de communication voilà, bidirectionnelle. Et c'est aussi qu'il y a des, en fait, comment dire, des voies directes et indirectes. C'est-à-dire qu'il y a des voies de communication. Donc le microbiote va produire, par exemple, certains métabolites qui vont pouvoir aller directement au niveau du cerveau, comme par exemple le butyrate influencer le fonctionnement du cerveau. On est sur un effet direct. Et puis il y a aussi tous les effets indirects qui sont aussi très importants, qui passent, comme tu l'as dit, via le système immunitaire via des afférences, c'est-à-dire des fibres nerveuses, hein. Et donc, c'est important de considérer ça aussi, que c'est voilà, que c'est quelque chose d'extrêmement complexe, que ça va les informations dans les deux sens et que ça passe par des voies directes et indirectes. C'est ça que je voulais voilà, rajouter et bien placer afin qu'à par la suite on puisse discuter voilà, justement de ces différentes interactions. Très bien. Donc là, je retiens bien cette notion de bidirectionnalité qui est importante et cette interaction donc microbiote, donc axe, on pourrait dire même axe microbiote intestin-cerveau C'est ou ça. axe microbiote intestin système neuro-endocrinien, si on veut être un peu plus précis et englober toutes les, en tout cas une bonne partie des nuances et des subtilités. Bon, je pense qu'on a plus ou moins défini ce que c'était que cette histoire d'axe intestin-cerveau et qu'on est plus ou moins d'accord sur ce schéma global de l'axe intestin-cerveau. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant aussi de voir déjà et d'entamer donc en partie ce débat, cette discussion, c'est de voir de votre côté, chacun, quelle est quelle est la manière dont il aborde cet axe intestin-cerveau dans la prise en charge des patients qu'il reçoit. Donc, je sais que pour Christian, tu reçois principalement des patients qui sont atteints de dysbiose sévère, de maladies intestinales ou en tout cas de maladies qui sont autour de la sphère gastro-intestinale, euh, troubles fonctionnels notamment, mais tu nous en diras un peu plus. Et que Stéphane, tu reçois, tu as une pratique de médecine fonctionnelle assez généraliste où tu reçois, j'imagine, différents types de patients. Notamment, tu es connu pour
donc l'hormonologie, tu en avais parlé tout à l'heure, tu travailles notamment, tu étais formé par Thierry Hertog et tu travailles avec Thierry Hertog régulièrement. Déjà, alors commençons par Stéphane, pour faire simple. Déjà, est-ce que tu peux, Stéphane, nous définir un peu, nous donner une idée sur les profils de patients chez qui tu te dis, OK, ici, la prise en charge de l'intestin ou du microbiote, elle a un rôle majeur. Je dois commencer par ça, ou du moins, je dois prendre ça en compte comme une priorité majeure. Quelles sont, selon toi, quelles sont les situations cliniques que tu rencontres et sur lesquelles tu te focalises directement sur l'intestin, pas que, mais principalement sur l'intestin? Alors, je vais t'expliquer un truc, c'est que assez étonnamment, c'est dans tous les cas. Donc, 100% de mes patients qui viennent en consultation pour quelque problème que ce soit, trop gros, trop maigre, dépressif, hyperactif, burn-out, problème de plainte intestinale majeure, ben, le microbiote va y passer pour tous les patients, 100%. Parce que je sais très bien que c'est un peu comme la thyroïde, hein, quand on a une thyroïde qui dysfonctionne, il y a tout qui dysfonctionne dans le corps. Et bien, quand on a un microbiote qui dysfonctionne, il y a tout qui dysfonctionne. Donc, c'est illusoire de guérir une dépression sans traiter le microbiote. C'est illusoire de traiter un sous-poids ou un surpoids sans traiter le microbiote. C'est illusoire de traiter un gosse hyperactif, TDA, TDAH, sans oublier le microbiote, etc. Donc, je peux donner plein d'exemples. Donc, 100% des patients. Alors, quoique, j'ai encore eu un cas aujourd'hui, un patient qui venait je ne sais plus quel pays, je crois, qui venait du Portugal, qui avait strictement aucune plainte digestive, mais rien. Et cette patiente, très branchée sur les réseaux, suivant des collègues, mangeait parfaitement bien, avait éliminé tous les toxiques. Et donc, je sais que son microbiote, il y a aucune plainte, il n'y a pas de souci. Mais c'est rarissime. En général, les patients ont tous ou des crampes, ou des ballonnements, ou des selles défaites, où ils ont trop de gaz, ils sont constipés, ou diarrhée. Et donc le microbiote, on est certain alors qu'il est dysfonctionnel et qu'il faut le travailler. Donc, en fait, je devais te poser la question différemment. Alors, dans quelle situation tu ne traites pas le microbiote ou l'intestin? Et ta réponse, c'est aucune. On est d'accord. Quand il y a pas de Voilà, plainte, comme la c'est ce que rare je... patiente que j'ai eu tout à l'heure, aucune plainte, donc je sais que j'ai pas fait des tests coûteux qui ont coûté des centaines d'euros pour rien parce qu'il n'a pas de plainte. Euh, alors maintenant, attention, on peut avoir aussi des candidoses sans plainte digestive majeure, hein, avec simplement du Mhm. puritanal ou des pertes blanches pour la femme, mais voilà, c'est la minorité des patients où il n'y a pas de prise en charge à faire. Donc, pour Christian, alors, à partir de ce que disait Stéphane, je reformule un petit peu la question initialement prévue. C'est que, alors, toi qui travailles beaucoup avec des patients autour donc des problématiques digestives, euh, est-ce que tu penses qu'il y aurait un type de pathologie, ou pas digestive uniquement, tout type de pathologie confondue, où, euh, on va dire, la prise en charge de l'intestin serait secondaire et pas uniquement par rapport à une dysbiose qui aurait, ou une inflammation ou une hyperperméabilité, mais est-ce que le fait d'optimiser le fonctionnement d'intestin en général, quel que soit le type de pathologie, est-ce que c'est quelque chose que toi tu priorises? Et est-ce que donc tu rejoins Stéphane sur ce qu'il vient d'expliquer? Globalement, je dirais, en fait, c'est compliqué. C'est très facile de donner l'exemple d'une pathologie, d'une situation dans laquelle on trouve un lien avec le microbiote, puisque en fait, tu trouves un lien avec tout. Tu regardes les maladies neurodégénératives, tu regardes les problèmes de thyroïde. On arrive à voir, par exemple, chez les gens qui ont la maladie d'Hashimoto, on retrouve des profils chez ces personnes-là de perturbation du microbiote, par exemple, moins de bonnes bactéries productrices de butyrate, pour citer que ça. Tu trouves tu trouves des profils associés à la maladie d'Alzheimer, tu trouves des profils associés à quasiment n'importe quelle pathologie. Voilà, quelqu'un posait des questions sur l'endométriose, on trouve des Mhm. profils aussi liés à des problèmes comme les ovaires polykystiques, comme l'endométriose. Donc en fait, j'ai envie de dire, faudrait qu'on trouve une pathologie qu'on puisse citer où il n'y a strictement aucun lien avec le microbiote. Bon, à la limite, je pourrais dire, tu vois, le syndrome de Down, tu prends le trisomie 21, bon là, c'est lié concrètement. Et encore, Voilà. j'ai découvert que c'est lié, ok,
à la génétique, mais tu as aussi des implications du microbiote et notamment de l'hydrogène sulfureux, tu vois, sur l'aggravation de certains trucs. Donc en fait, c'est quasiment impossible de pas trouver un lien d'une pathologie avec le microbiote. Alors, c'est pour ça qu'il faut aussi différencier si le lien est, comment dire, après on peut émettre aussi comment dire, des niveaux dans lesquels on se dit, oh, ouais, ok, chez cette personne, je pense que son microbiote, c'est vraiment un élément majeur dans ses soucis actuels. Voilà, on ne peut pas dire que tous les soucis d'endométriose, c'est des soucis de microbiote. Il peut en avoir associé comme il peut en avoir peu associé, voire pas du tout. Mais en tout cas, c'est clair que quand tu as une pathologie et que tu as le microbiote perturbé, comme disait Stéphane, si j'ai quelqu'un qui a un problème il a comme il disait, l'intestin pourri, le microbiote perturbé, et qui a un problème de thyroïde, tu auras du mal à régler les problèmes de thyroïde si tu ne t'occupes pas de l'intestin. Tu vois, et inversement, tu auras du mal à réguler les problèmes dysbiose intestinale si tu ne t'occupes pas de la thyroïde ou des troubles hormonaux. Donc généralement, euh, j'ai envie de dire, il y a quasiment, voilà, j'aurais du mal à te citer une pathologie dans laquelle la dysbiose pourrait être secondaire, puisque des fois, c'est la dysbiose qui est responsable qui peut être dans les responsables parmi d'autres facteurs du déclenchement d'une pathologie, et même si ça n'a pas été le responsable initial, en tout cas, le fait d'avoir une dysbiose intestinale ne peut qu'aggraver la pathologie. Tu as une maladie auto-immune, par exemple, tu prends n'importe laquelle, tu as quelqu'un qui a une candidose ou une dysbiose intestinale, il a un leaky gut, donc un intestin trop perméable et Mm. qu'il a voilà, des fragments bactériens qui passent, par exemple, voilà, c'est des fragments de bactéries gram-négatives, du LPS qui passe dans le sang, on appelle ça l'endotoxémie. Tu sais que ça va aggraver l'inflammation, ça va aggraver potentiellement l'auto-immunité. Donc tu ne peux pas te dire, bon, bah, il n'y a peut-être pas de lien initial avec la perturbation du microbiote dans le déclenchement de la maladie auto-immune chez la personne, mais quand tu te rends compte qu'elle a ces soucis-là, tu ne peux pas te dire qu'il n'y a pas un lien ou qu'il ne peut pas avoir un lien avec ses soucis. Ça peut qu'aggraver les problèmes, c'est clair. Mm. Et donc, si l'on considère que le microbiote est un organe, en fait, à part entier, Mm. si on peut dire que c'est un organe exogène, une sorte d'organe qui est posé là sur la table et qui interagit avec tout l'organisme. Donc, c'est un peu comme la thyroïde, comme les surrénales, comme le foie, comme le pancréas. Quand tu as un déséquilibre majeur quelque part dans un tissu donné, un organe donné, tu ne peux pas ne pas avoir d'interaction, du moins ou d'influence sur les autres organes. Et je dirais peut-être que le microbiote est peut-être même plus important en termes d'interaction que ces autres organes. Et donc, dans ce que tu disais tout à l'heure sur cette interaction bidirectionnelle, donc il y a une influence à la fois complexe entre donc, le trouble en question, le trouble métabolique en question, sur la composition du microbiote, et cette même composition qui vient entretenir ou, comme tu dis, être à l'origine même dans certains cas de certains troubles majeurs. Alors, en parlant du microbiote, donc en voyant des contacts, des emails, etc., pour, euh, pour inviter les participants qui sont là à cette conférence. J'ai reçu quelques questions et je pense il y en a une intéressante qu'on devrait aborder là au début, qui est en fait le lien entre la composition du microbiote. Alors ça, on sait, hein, c'est des choses qui ont été déjà abordées, expliquées. Je pense que tout le monde est au courant ici sur le fait que quelqu'un qui naît par voie basse aura plus de chances d'avoir un microbiote plus équilibré que quelqu'un qui naît par voie césarienne, le rôle de l'allaitement là-dedans, etc. Mais Christian, donc c'est une question, je pense, à laquelle tu pourrais apporter une réponse. C'est l'interaction gène-microbiote. Est-ce que la composition qu'on peut avoir donc à partir de la naissance, ou même en intra-utérin, parce qu'il y a un microbiote aussi intra-utérin, est-ce qu'elle est déterminée par la génétique du bébé ou par la génétique de la maman, ou les deux, ou la génétique n'a strictement aucun lien là-dedans? Ouais, voilà, ça va. Enfin, quand je dis c'est évident, je vais l'expliquer après pourquoi. C'est évident qu'il y a bien une composante génétique, il y a une composante génétique, environnementale également, comme dans beaucoup de choses en fait. Et alors un exemple vraiment typique, je pense que maintenant beaucoup de monde connaît,
on va prendre l'exemple d'un gène qui est le FUT2. Donc, c'est voilà, une fucosyltransférase. Donc, c'est un gène dont on peut rechercher s'il y a des polymorphismes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a voilà, des mutations qui vont... les polymorphismes sont quelque chose qui est très courant, hein, tout le monde en a tout un paquet, hein. Si on fait notre analyse des Oui. polymorphismes, on va en trouver plusieurs centaines. Et donc, ces polymorphismes génétiques, notamment s'il y a des polymorphismes sur la fucosyltransférase 2, de type 2, qui est la FUT2, et bien déjà, pour la maman, ça va avoir une influence lors de l'allaitement pour le nourrisson, puisque dans le lait maternel et uniquement dans le lait maternel, et pas dans les laits artificiels, du coup, on retrouve du fucosyl-lactose, qui a un sucre, qui a un effet, alors, il a bien des effets, mais on le connaît surtout sur l'effet prébiotique, c'est-à-dire que ça augmente les bonnes bactéries. Et on sait typiquement qu'une maman qui est FUT2, dite non sécrétrice, donc quand elle a deux allèles, donc deux copies du gène qui sont mutées, elle ne va pas avoir du coup de fucosyl-lactose dans le lait, et en gros, c'est comme s'il manquait l'engrais pour les bonnes plantes. Et on sait que ça a un effet très important sur l'augmentation notamment des bifidobactéries. On dit que le fucosyl-lactose est bifidogène. Et donc, du coup, une maman qui est FUT2 non sécrétrice, donc qui a un polymorphisme sur les deux allèles, elle ne sécréterait pas de fucosyl-lactose dans le lait, et cela va influencer la composition du microbe de l'enfant. Et on sait qu'il y a aussi un lien. Du coup, les gens qui sont FUT2 non sécréteurs, eux-mêmes, je parle eux-mêmes, parce que en fait, durant toute notre vie, on a ce sucre, le fucose, qui grâce à la FUT2 va être lié au mucus intestinal. Et ce fucose va être utilisé par certaines bactéries, dont les bifidos, mais l'Akkermansia peut l'utiliser, les lactobacilles également. Il y a plusieurs bonnes bactéries qui sont capables de dégrader ce sucre, le fucose, et de l'utiliser en tant que substrat énergétique derrière. Et donc, quelqu'un qui est FUT2 non sécréteur, on sait qu'il est déjà plus à risque d'avoir un microbiote perturbé, moins de bifidobactéries. Chez les femmes, il y a plein d'études qui ont montré un lien entre statut FUT2 non sécréteur et candidose récidivante, alors vaginale mais aussi digestive, nous on le voit, hein. Stéphane pourrait en parler aussi, l'intérêt de recherche du FUT2 et des fois les effets spectaculaires, pas chez tout le monde, mais en tout cas l'intérêt chez certains voilà, d'en redonner. Il y en a qui ressentent vraiment un bienfait de se supplémenter dans ce sucre-là, le fucosyl-lactose. Et donc le FUT2, voilà, les gens qui sont sécréteurs, ils ont aussi des risques augmentés de maladie de Crohn, de diabète de type 1, de tout un tas de choses en fait. Et donc là, c'est l'exemple typique de juste un gène qui peut avoir une influence sur la composition du microbiote et dès l'enfance. Après, il y a des gènes, bien évidemment, des polymorphies sur des gènes qui sont impliqués dans le fonctionnement du système immunitaire, des polymorphies dans des gènes qui sont impliqués au niveau de la barrière intestinale, par exemple, de la santé intestinale. Enfin, il y a tout un tas de polymorphismes, en fait, qui peuvent influencer, des polymorphismes dans les transporteurs de sérotonine, que ce soit au niveau de l'intestin ou même au niveau du cerveau. Enfin, voilà, il y a beaucoup de gènes et beaucoup de polymorphismes au niveau des gènes peuvent influencer la composition de microbiote, et ce, dès l'enfance. Exactement. Donc là, tu parlais des polymorphismes liés au système immunitaire, notamment peut-être des cytokines, des gènes qui codent pour Mm, voilà, des cytokines ou des enzymes autres aussi qui mm, permettent de réguler l'immunité ou autres. Et donc, effectivement, le fucosyl-lactose est un élément majeur dans la prise en charge des non-sécréteurs FUT2. D'autant plus, je rappelle juste que le, les non-sécréteurs FUT2, ce sont des profils génétiques de FUT2 qui vont développer un mucus intestinal qui est moins épais et moins dense, donc de moindre qualité. Et du coup, donc, on va avoir plus tendance à avoir donc des micro-organismes qui vont se rapprocher plus de la barrière intestinale, voire se coller à la barrière intestinale et créer plus d'inflammation et détruire la barrière intestinale et l'hyperperméabilité. Donc ça, c'est en tout cas, des exemples majeurs qui est très étudié maintenant. Alors, en parlant justement dans ce que tu disais, Chris, donc question pour Stéphane, en parlant de ce fucosylactose, Stéphane, est-ce que donc toi dans ta pratique, je sais, je te pose la question, est-ce que tu l'utilises ou pas, mais je sais que tu l'utilises, mais dans quel contexte toi tu l'utilises beaucoup plus ce fucosyl lactose et qu'est-ce que tu as observé comme effet?
Il faut savoir que 20% de la population européenne a un déficit partiel ou total en glucose. Le problème, c'est qu'en déficitaire total, là, en général, les patients ont des problèmes depuis l'enfance. Ils décrivent des ballonnements, des problèmes intestinaux, des candidoses, des troubles intestinaux. Et ils sont abonnés chez les gastro. Ils font un gastro, deux gastro, trois gastro. Dans de rares cas, j'ai eu un cas il y a pas longtemps, fucosilactose déficient complet et aucun problème intestinal, jamais eu de problème intestinal, donc ça peut arriver. Et chez ceux qui n'ont que la moitié, enfin qui sont hétérozygotes, c'est pas que la moitié, on en a qui ont des problèmes et d'autres qui n'ont pas de problème. Donc là, on peut voir au cas par cas. Mais en tout cas, chez certains patients, c'est spectaculaire. Ils vont aux toilettes 5 ou 10 fois par jour, diarrhée. Et puis on leur donne le fucosilactose qui est déficient. Donc c'est un sucre, hein, fucosilactose. Mhm. Pas Oui. du lactose, il ne faut pas confondre. C'est pas le lactose qu'on connaît qui est problématique. Et puis on leur donne ça. Et puis en quelques jours, les patients vont aux toilettes une fois par jour. Ils font des énormes et pas de papier cul. Et ils sont heureux parce qu'ils n'ont plus du tout de soucis. C'est on-off, c'est assez impressionnant. Mhm. Pas toujours aussi impressionnant que ça. Donc il faut avoir un fucosilactose également qui est bien dosé parce qu'il y a pas mal de spécialités où il est sous-dosé. Et éventuellement, on peut y associer thréonine, etc. Pardon, la thréonine, par exemple, voire l'aloe vera. Enfin, bon. Mais je veux dire, c'est spectaculaire. Et également, j'ai quand même eu quelques cas de Crohn. On leur file le fucosilactose et ils vont vachement mieux, très vite. Mhm. À se demander si certains déficitaires totaux en fucosilactose ça pourrait pas leur déclencher un Crohn. Ce qui est d'ailleurs publié. Il y a un lien entre le Crohn et cette maladie. On ne peut pas dire que tous les Crohn soient guéris par le fucosilactose, loin de là. Et également, il faut y penser chez les dames qui ont des candidoses vaginales à répétition. Et vraiment, on sait vraiment maintenant que ce candidat albicans qui prolifère l'intestin peut passer vers les voies urinaires, vers les voies vaginales. Et chez la femme, ça peut créer des problèmes justement de vaginite également. Cette candidose liée à un déficit en lactose. Donc c'est parfois spectaculaire. Il faut vraiment, et moi je le dose chez tous mes patients, mais tous mes premiers patients, tous, ils ont un dosage de fucosilactose puisque j'en ai un sur cinq qui va être, chez qui il va y avoir un problème. Tu veux dire un test génétique FU2 Oui, pour tout pouvoir, à fait. dans le test génétique, on a en général deux SNP majeurs de polymorphisme génétique majeur, et puis on peut avoir ou l'un ou l'autre, et ou Mhm. l'un et ou l'autre en hétérozygote sur un seul allèle, comme tu disais, Christian, ou les deux. Et on peut avoir aussi le génotype composite, on a les deux, soit un en hétérozygote, l'autre en homozygote, ou les deux en hétérozygote, ou les deux en homozygote. Et c'est pour ça que je pense que c'est ce qui explique un peu ce que tu disais, Stéphane, sur la, la différence parfois dans certains profils cliniques, où parfois c'est du on-off, et parfois c'est un Ouais. petit peu moins marqué. Euh, donc intéressant. Donc là, ce qu'on a fait jusque-là, c'est de discuter on va dire, de l'intestin, de l'axe microbiote intestin. Et puis maintenant, on va redessiner encore l'axe vers le haut, en parlant donc de son impact notamment sur le système nerveux, et de l'impact même du système nerveux sur cet axe-là. Et on va déjà commencer par discuter quelque chose que Stéphane a évoqué au tout début dans sa première présentation, par rapport aux neurotransmetteurs au niveau de l'intestin et au niveau du microbiote. Et je pense qu'à partir de là, on pourrait migrer vers le système nerveux, peut-être à travers le nerf vague, ou peut-être fibre afférente du nerf vague, ou peut-être à travers même le sang, en se, en se complexant avec un neuropeptide, par exemple, et en passant la barrière hémato-encéphalique. Donc, comme, euh, euh, comme point de départ on va dire, de cette aventure, est-ce que, donc, donc, question pour Christian, est-ce que tu pourrais euh, nous donner une idée sur l'impact du microbiote? Alors là, on parle bien du système nerveux entérique, donc le système nerveux entérique qui est résident dans l'intestin, et le microbiote en tant que producteur tous les deux de neurotransmetteurs, et l'interaction qu'il y a entre les deux déjà.
Euh, on sait qu'il y a une très grande majorité de neurotransmetteurs intestinaux qui sont produits plutôt par le microbiote et que c'est une ultra minorité en termes de quantité du moins qui est produite par le système nerveux entérique. Donc, question, est-ce que le microbiote peut synthétiser n'importe quel neurotransmetteur? Alors, la réponse simple est oui. Il y a il y a dans les études, on montre clairement que le microbiote est capable de synthétiser, alors, de la sérotonine, certaines bactéries, mais c'est surtout des métabolites de la sérotonine, hein, des métabolites du tryptophane qui sont Mm. synthétisés via le microbiote. Quelques bactéries peuvent synthétiser de la sérotonine, mais en tout cas, voilà, c'est très faible. La quantité de sérotonine au niveau intestinal va surtout être liée aux cellules entérochromaffines, qui sont des cellules, Mm. on va dire, voilà, endocrines, en fait, neuroendocrines au niveau de l'intestin. Et ces cellules entérochromaffines, elles produisent notamment et elles libèrent du 5, du 5-hydroxytrypto, pardon, de la 5-hydroxytryptamine, donc c'est la sérotonine, d'accord? Mais voilà, le microbiote va produire une petite partie de sérotonine, mais voilà, c'est principalement quand même plutôt des métabolites du tryptophane. Quand il est équilibré ou quand il est déséquilibré, parce qu'apparemment, c'est souvent les micro-organismes de mauvaise qualité ou pathogènes qui produisent la sérotonine. Est-ce que tu as une idée là-dessus? Alors, ce qui est compliqué aussi, c'est que quand tu t'intéresses à la sérotonine au niveau intestinal, faut savoir que bien évidemment, il y a une partie qui va être produite par les bactéries, la sérotonine, mais comme je dis, c'est surtout une grande partie en fait qui est produite par l'intestin. Et donc, c'est vrai qu'en fonction du déséquilibre du microbiote que tu as, ça peut influencer plus ou moins la production de sérotonine au niveau intestinal. D'ailleurs, ce qui est plutôt vrai, c'est que les gens qui sont constipés ont souvent tendance à avoir au niveau intestinal une sérotonine basse, parce que la sérotonine est un neurotransmetteur majeur au niveau du système nerveux entérique, hein, pas qu'au niveau du cerveau. Mm. D'ailleurs, on pourra revenir après sur le fait que la sérotonine au niveau intestinal, c'est pas elle qui va passer dans le cerveau. Mm. Celle qui est synthétisée au niveau intestinal, elle agit au niveau intestinal. C'est pas elle Oui, qui va venir au niveau du cerveau. Donc, on peut même avoir des déséquilibres différents entre la sérotonine au niveau du cerveau et la sérotonine au niveau intestinal. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, tu as des gens qui ont un excès de sérotonine au niveau intestinal. Ils ont des diarrhées, d'accord? Trop de sérotonine, ils ont des diarrhées et ils sont complètement dépressifs. Et là-haut, il manque de sérotonine. Donc, il y en a trop exact. en bas. Et d'ailleurs, c'est un effet pro-inflammatoire, la sérotonine, quand il y en a trop. Ça peut être responsable de douleurs également. Mm. Et donc, du coup, tu peux avoir des déséquilibres différents en haut et en bas. Donc, certes, tu as ton microbiote déséquilibré. Ce microbiote déséquilibré contribue par des mécanismes voilà, complexes à un excès de production de sérotonine au niveau de l'intestin par les cellules entérochromaffines. Et tu as un manque, par contre, là-haut, entre guillemets. Et donc, ça, voilà, ça c'est intéressant à savoir et à connaître. Et au-delà de la sérotonine, puisqu'on a dit bah, quels sont les neurotransmetteurs produits par le microbiote, de la sérotonine, tu as le GABA. Mm. Et certaines bactéries sont capables, notamment des. Le GABA, c'est surtout les lactobacilles et les bifidos, qui ont été identifiés notamment comme productrices de GABA. Tu as aussi, du coup, des bactéries qui produisent de la dopamine, d'accord? Mais encore une fois, cette dopamine-là, elle va surtout agir au niveau intestinal, et c'est pas cette dopamine qui va aller jusqu'au niveau du cerveau. Et tu as aussi, alors, c'est un il y a aussi des microbes certaines bactéries qui produisent de l'histamine. Alors, l'histamine, Mm. c'est aussi un neurotransmetteur, hein. C'est un messager chimique qui agit à bien des niveaux, mais c'est aussi un neurotransmetteur. Et Mm. c'est aussi, voilà, l'histamine régule beaucoup de fonctions. Au niveau du cerveau, elle régule notamment bah, l'éveil Mm. via les récepteurs H3. Donc, on sait que l'histamine cérébrale a aussi un rôle positif, comme il peut avoir un rôle négatif. Et ça, c'est à peu près la même chose pour toute substance. Tu vois, il nous faut de la sérotonine. Si tu n'as pas assez de sérotonine au niveau intestinal, tu es constipé. Si tu en as trop, tu as des diarrhées. Si on n'en a pas assez là-haut, tu es dépressif, tu vois. Et donc, c'est vrai que c'est super intéressant de voir que le microbiote est capable de produire plein de neurotransmetteurs. D'ailleurs, on considère que 50% de la dopamine, à peu près la moitié de la dopamine totale du corps, est produite au niveau intestinal. Et pour la sérotonine, c'est 90-95% qui est C'est produite ça. au niveau intestinal. Mais ça ne Oui. veut pas dire que les 5% restants ou les 10% restants
au niveau du cerveau ne sont pas importants, ça n'a rien à voir, mais voilà. Oui, Et c'est important de différencier les deux. Ce qui est produit au niveau intestinal, ce qui agit au niveau intestinal et ce qui est produit là-haut, voilà, c'est c'est pas la même différent. chose. Oui, c'est... Donc, comme je vois en fait parfois des commentaires passer, il n'y a pas plusieurs types de sérotonine, c'est toujours la même sérotonine. C'est juste que la Même molécule. localisation qui est différente. Là, on a dans l'intestin, comme tu dis, on a une très grosse partie de la sérotonine produite dans l'intestin qui a d'autres rôles que ceux au niveau cérébral. Ce que tu disais sur la sérotonine est intéressant parce que ça m'a rappelé une étude sur la régulation des niveaux de sérotonine euh, au niveau de l'intestin et au niveau cérébral, parce que tu as une enzyme qui existe sous deux isomères, TPH1 et TPH2, les tryptophane hydroxylase en fait, qui hydroxyle le tryptophane en 5-HTP pour donner la sérotonine, TPH1, TPH2, une dans le cerveau, l'autre dans l'intestin, et tu as une régulation forte par le récepteur de la vitamine D, D2, et tu as le récepteur de vitamine D lorsqu'il est activé, donc en gros, lorsqu'il y a suffisamment de vitamine D, lorsque le récepteur fonctionne correctement, tu as Mm. une répression du gène qui code pour cette TPH 1, donc dans l'intestin, euh, versus en même temps le récepteur de la vitamine D qui régule à la hausse le gène de la tryptophane hydroxylase dans le cerveau. Donc, tu as comme ça des petites régulations qui se font par la vitamine D, par d'autres nutriments ou d'autres facteurs qui sont intéressants. Et alors, Marrant, parce que ce que tu dis, ça oui, explique que la vitamine D, elle a toujours eu un rôle qu'on ne comprenait pas au niveau du psychisme. On sait très bien quand on en manque, on déprime, la mm, déprime hivernale, mais on a jusqu'à pas longtemps, on ne savait pas très bien comment elle agissait. Donc, le mécanisme que tu évoques est probablement l'explication, une des explications du rôle de la vitamine D au niveau psychique, en fait. oui, oui, ça, c'est une étude que j'avais lue. Bon, c'est une étude qui date depuis quelques années, où ça parle de cette régulation-là. Donc, ce qui est intéressant, donc, comme ce qu'on avait précisé, donc, en gros, en fait, la plupart du temps, en fait, le plus gros de ce qui est produit dans l'intestin en termes de neurotransmetteurs ne se transmet pas directement en tant que tel neurotransmetteur vers le système nerveux. Et j'imagine aussi, je sais ce que c'est, mais en tout cas, que les neurotransmetteurs du cerveau ne vont pas non plus traverser la barrière intestinale, la barrière hémato-encéphalique dans l'autre sens pour aller faire des fonctions ailleurs, autres. Donc, la capacité de production est locale, localisée, on va dire, par tissu. Mais alors, dans ce cas, la question qui va s'imposer, donc j'anticipe un peu les questions que tout le monde a, cette histoire d'interaction entre le microbiote intestin, le complexe microbiote intestin et le système nerveux central en tant que tel, que ce soit le cerveau, les structures paracérébrales, l'hypothalamus et tout le reste. Alors, ça se fait comment en fait réellement? Puisque les neurotransmetteurs de l'intestin ne montent pas dans le cerveau et ceux du cerveau non plus, encore moins. Donc, qu'est-ce qui fait que, question est pour vous deux, qu'est-ce qui fait qu'il y a une interaction entre les deux? Donc, on peut peut-être parler du nerf vague ou quelque chose dans ce sens, mais en même temps, j'ai une autre idée, comme je suis un grand hyperactif, j'ouvre une autre fenêtre dans cette même fenêtre, qui est l'histoire de, parce que je vais l'oublier, l'histoire de ces analyses des métabolites des neurotransmetteurs. Alors, ça sert à rien dans ce cas, puisqu'on cherche à identifier Mm. les stocks, on va dire, ou les quantités de neurotransmetteurs dans le cerveau. Et si on a un parasitage au moins au niveau intestinal, qu'est-ce que c'est alors dans ce cas? Et puis, n'en parlons pas de l'adrénaline et de la noradrénaline des surrénales alors. Donc, un petit mot de Steph ou de Christian très rapide là-dessus et on reviendra sur le nerf vague et comment se fait la connexion entre les deux. Prends la parole tout de suite. Donc, on a un test, un dosage
qu'on appelle les métabolites organiques urinaires, qu'on appelle les métabolites urinaires des neurotransmetteurs. Donc on dose des sous-fractions des métabolites des neurotransmetteurs. Et ce test-là, je l'ai pratiqué il y a très longtemps et puis j'ai très vite arrêté parce que ça n'était pas très pertinent. Ça n'amenait pas beaucoup d'informations. C'était parfois contre-productif. Ça allait à l'encontre de la clinique. Et en effet, le problème, c'est que ces métabolites, ces détritus de neurotransmetteurs sont tellement dépendants de la flore intestinale que finalement, est-ce qu'on dose vraiment quelque chose qui vient du cerveau ou pas? C'est le problème. Et j'ai arrêté de le doser, arrêté de les doser, puisque en posant des questions aux patients, on arrive superbement bien à savoir s'il a assez de sérotonine, assez de dopamine, assez d'adrénaline cérébrale, assez de GABA. Il suffit de poser 10-15 questions pour chaque neurotransmetteur, on a la réponse, sans dosage biologique. Donc tu as raison, Amine, ces métabolites urinaires neurotransmetteurs, c'est bof. D'autant plus si le patient a un QI plutôt élevé, un gros cerveau, il va avoir beaucoup de métabolites de la dopamine. Et chez lui, une petite baisse de dopamine liée à des problèmes alimentaires, problèmes inflammatoires ou autres, ou carentiels, va induire de gros symptômes de dopamine, alors qu'on dose dans les urines plein de Mm. métabolites. On dit, il doit avoir un QI à 160, ce gars-là. Ouais. Euh, enfin, voilà. Parce que la Et, dopamine, également, reflète un peu le QI. Donc, et donc, c'est encore pire, en fait, si on dose la sérotonine dans le sang, parce que là, on est sûr qu'en fait, ça vient de partout sauf du cerveau, n'est-ce pas? voilà. Exact. Donc, revenons à notre question initiale, qui est celle, donc, en suivant le raisonnement et en dessinant le schéma qu'on est en train de dessiner sur comment se fait cette interaction concrètement entre l'intestin et l'intestin microbiote et le système nerveux. Donc, pour Christian, si tu peux dire un mot sur cette interaction qui se fait, comme on a dit, par différentes voies, mais si on peut maintenant qu'on a déblayé un peu le terrain et qu'on a compris que les neurotransmetteurs intestinaux n'ont pas d'impact, du moins pas direct, comment se fait réellement cette interaction? Eh bien, c'est ce que j'avais un petit peu évoqué au départ et je vais y revenir, c'est que ah oui, on se dit bah, finalement si ces neurotransmetteurs n'agissent que localement et dans ce cas-là, ben, elle se fait comment cette interaction? Ben, le corps est bien fait, il a trouvé un moyen de communiquer les deux morceaux en gros. Donc ça s'appelle le système nerveux. Et donc du coup on a des nerfs hein, qui communiquent. On parle du nerf vague. Et d'ailleurs quand on parle du nerf vague, on parle en fait souvent, on dit aux gens il faut activer votre nerf vague pour agir sur la digestion, sur la vidange gastrique, pour agir sur un tas de choses. Et on parle souvent en fait du nerf vague comme si la majorité des informations allaient du cerveau vers le bas, alors que autour de 80% des informations vont dans l'autre sens. Le nerf vague, c'est surtout un nerf qui va prendre les informations de l'intestin et du microbiote, en quelque sorte, et bien les remonter au cerveau. On a ce qu'on appelle 80% d'afférence. Les afférences, c'est tout ce qui va de la périphérie en haut, et les efférences, c'est l'inverse. Donc en fait, notre nerf vague, c'est surtout une sorte de senseur en fait, de ce qui se passe plus bas. D'accord? Et donc, ce microbiote-là, il va communiquer avec le cerveau et le système nerveux central via différents biais. Comme j'ai dit, les biais directs et indirects. Les biais indirects, c'est par exemple, ben, il va aller stimuler par exemple le relargage de sérotonine par des cellules intestinales, les cellules entérochromaffines. Cette sérotonine-là va aller activer certaines terminaisons nerveuses, il y a des récepteurs les sérotonines, certaines terminaisons nerveuses, et ça va envoyer une information jusqu'au cerveau. Donc en fait, ça va être indirect. Euh, donc le système immunitaire aussi. Le système immunitaire et notamment on parlait des mastocytes intestinaux. Les mastocytes intestinaux, c'est les cellules immunitaires qui sont les plus en relation les plus intimes avec les cellules nerveuses en fait. Et ces mastocytes-là sont des véritables senseurs aussi, et ils font vraiment le lien entre l'intestin, le microbiote et le système nerveux. Et ils sont capables de communiquer. D'ailleurs, il y a une implication des mastocytes quasiment systématique, hein. Dans plein d'études ont montré que chez les gens qui ont le syndrome d'intestin irritable, il y a une suractivation des mastocytes, pas forcément plus, mais il y a une suractivation de ces mastocytes-là. Donc ton Un lien avec microbiote, l'intolérance à l'histamine ou c'est surtout l'activation mastocytaire? après, c'est voilà, c'est deux choses différentes entre l'intolérance à Hmm. l'histamine et l'activation mastocytaire, puisque tu peux avoir l'un sans avoir l'autre, même si souvent les deux sont reliés. Quand tu as beaucoup d'activation mastocytaire, surtout quand elle est multisystémique, tu as souvent une intolérance à l'histamine qui se développe parce que tu as trop d'histamine. Mais
on va prendre le cas où ils sont juste activés au niveau intestinal, parce que ça, c'est possible, hein. Il y a peut-être des gens qui connaissent, on parle du SAMA, le syndrome d'activation mastocytaire. Bon, là, on dérive un petit peu, mais c'est pas grave, Mhm. on est hyperactif. Oui, c'est Euh, ça. et donc, des gens qui ont du SAMA, c'est une suractivation mastocytaire systémique, hein, et ça touche souvent, pour parler d'un SAMA, il faut que ça touche au moins deux systèmes. Donc, voilà, par exemple, le système cutané, le système neuro, le Mm, système digestif ou cutané, ou mm, le système cardiovasculaire et digestif, enfin bref. Mais sinon, chez les gens qui ont un syndrome d'intestin irritable, ça a clairement été montré, tu as plein d'études qui datent, hein, des années 70, des années, mm, enfin, voilà, qu'il y a une hyperactivation des mastocytes au niveau intestinal, que ces mastocytes libèrent de l'histamine, de la sérotonine d'ailleurs. C'est mm. ça aussi trop de sérotonine provoque des douleurs, hein. Donc, du coup, attention quand on donne du 5-HTP à des gens qui ont déjà beaucoup de douleurs intestinales, on pourrait leur aggraver les douleurs, hein, en Mm. donnant des précurseurs de la sérotonine. Donc, il faut aussi se méfier des profils qu'on a en face de nous. Mais en tout cas, ton microbiote va communiquer avec le cerveau via le système nerveux directement, via les afférences. Il va communiquer via le biais du système immunitaire. Donc, ça t'active des cellules du système immunitaire. Le système immunitaire va produire des messagers qu'on appelle les cytokines. Et ces messagers-là circulent dans le sang, sont capables d'atteindre le cerveau et d'envoyer des signaux, par exemple de danger ou des signaux positifs même. Tu as Là, un effet plutôt sur les astrocytes, sur la microglie, ou plutôt sur des centres nerveux tels que l'hypothalamus ou l'hippocampe ou là, il y a les amygdales. Bah après, ça dépend, ça dépend. Enfin, tu as des métabolites clairement. euh, Tu as des métabolites qui vont clairement plus agir et activer les cellules gliales, la microglie, qui sont un peu Mm, c'est le système immunitaire du mm, cerveau, hein, tout ce qui est la mm. microglie. Tu as des métabolites bactériens qui vont directement aller l'activer, comme le LPS, qui sont des fragments Oui, de bactéries, hein, de tout à gram fait. négatives. C'est ce qu'il y a de plus inflammatoire dans la nature comme molécule, hein. Le LPS bactérien, c'est vraiment considéré comme un danger majeur. Et d'ailleurs, ça active des récepteurs qu'on appelle les TLR4, qui sont Mm, présents partout dans le foie, notamment au niveau des cellules de Kupffer ou même au niveau des cellules du foie. Tu as quasiment toutes les cellules, même pas forcément que des cellules immunitaires, mais tu as beaucoup de cellules qui présentent des récepteurs au TLR4, dont le LPS peut aller les activer. Et donc, ben, on parlait de LPS, tu vois, ça, ce sont des métabolites. Alors, c'est des métabolites, des fragments de parois de bactéries, ça. mm, Mais tes bactéries, elles produisent des métabolites. J'ai parlé des métabolites du tryptophane, l'indole, mm, la kynurénine, par exemple, des métabolites comme ça qui, eux, peuvent des fois pénétrer et traverser la barrière hémato-encéphalique. Tu as le butyrate, qui est un acide gras à courte chaîne, qui lui est mm, capable non seulement d'agir au niveau de l'intestin, mais de passer dans le sang et de traverser la barrière hémato-encéphalique et d'agir dans le cerveau. Donc tu as des fois le microbiote qui est capable directement de produire des métabolites qui vont aller communiquer en fait des choses dans le cerveau. Il faut voir ça mm, comme une communication. On envoie des messages et donc certains métabolites envoient plutôt des messages positifs, d'autres envoient des messages plutôt, on va dire, négatifs et ça a des impacts sur notre système nerveux via ce biais. Donc tu as vraiment des communications directes, il y a des métabolites directement qui sont capables de passer dans le cerveau ou des communications indirectes. Et là, c'est le système immunitaire globalement et le système nerveux qui intervient pour médier en fait ce qui se passe au niveau du microbiote, quoi. Et puis il y a une sorte aussi, comme tu dis, il y a aussi une sorte de ressemblance entre un petit peu, ça peut-être on peut parler ici de ressemblance par rapport à la barrière intestinale et la barrière hémato-encéphalique, où là c'est aussi un tissu épithélial avec des jonctions serrées et tout ça. Et l'intestin, bah, c'est la même chose, la barrière intestinale. Euh, donc on pourrait imaginer que une bonne partie de ce qui traverse la barrière intestinale pourrait aussi traverser la barrière hémato-encéphalique de la même façon, même si c'est pas aussi simple, faut pas trop simplifier non plus. Et donc on a cette interaction qui va dans un sens, et puis on a l'autre interaction qui va dans l'autre sens, comme on a dit. Donc que ce soit alors ça, c'est assez connu. En général, il y a longtemps, on parlait du côlon nerveux pour dire le syndrome de l'intestin irritable ou tout ce qui est somatisation ou maladie psychosomatique ou autre. Est-ce que en plus, donc est-ce qu'en plus, donc c'est toujours donc une question pour Christian, est-ce que en plus de cette de ce, on va dire, de ce schéma
de ces clichés, entre guillemets, qu'on a du système nerveux qui impacte d'autres organes, et là, puisqu'on parle de l'intestin, on va rester sur l'intestin. Est-ce que toi, tu as idée de ce qui pourrait aussi driver cette influence du système nerveux central à travers donc le donc que ce soit les fibres, tu as dit il y a la majorité des fibres du nerf vague, c'est des fibres afférentes, mais il y a quand même aussi des fibres efférentes là-dedans. Est-ce qu'on a d'autres voies par lesquelles le système nerveux impacte aussi l'intestin et voir la composition du microbiote? Est-ce que tu as vu des études dans ce sens? Tu as, tu as quelque chose de... Alors, là, je suis pas sûr que ça passe, comment dire, que ça passe via cette hormone-là, mais tu as une étude très intéressante, je pense que tu as dû la voir, de l'Université de Louvain, là où il y a Hmm. Patrice Cany, hein, monsieur Oui, Akkermansia, qui a fait des publications là-dessus. Et donc, ils ont publié, là, je crois que c'est un truc qui date d'il y a quelques semaines seulement, que le cerveau pouvait, du coup, directement influencer la composition de microbiote. Bon, ça, on le savait un petit peu. Mais c'est surtout la rapidité. Dans l'étude, ils ont parlé d'un effet en moins de 2 heures et ils se sont intéressés à une zone du cerveau qui était l'hypothalamus, hmm, notamment une zone du cerveau bon, qui est aussi impliquée dans la régulation de l'appétit. Et je crois que ils ont fait ça chez des souris. Euh, ils ont injecté des hormones, notamment, je crois, le GLP-1, glucagon-like-pectin 1, là, qui est, hmm, dont on entend un petit peu parler parce que on utilise voilà, le fameux Ozempic pour les traitements. Alors, soit disant, de base, c'était plutôt pour la résistance à l'insuline ou des gens qui étaient en surpoids, etc. Mais il y a des gens qui le détournent pour perdre du poids, donc ça, c'est pas bien tout à fait. parce qu'il y a des effets secondaires graves. Des gens voilà, qui se mordent les doigts maintenant, qui se mordront les doigts toute leur vie parce qu'ils ont abusé de ce médicament-là voilà, pour perdre un peu de gras, pour avoir un joli ventre à la plage, mais ils se retrouvent à rester à la maison. Bref, tout ça pour dire que dans cette étude-là, ils ont montré qu'en injectant des hormones dans certaines zones du cerveau, du coup, notamment le GLP-1, ça avait du coup un effet, bah, ça activait bien évidemment des zones, hein, ça pouvait activer, Hmm, inhiber certains neurones, et surtout, c'est le résultat qu'ils ont montré derrière, c'était que en fait, en agissant au niveau cérébral, tu pouvais très rapidement modifier la composition du microbiote et qu'il y avait voilà, vraiment un véritable dialogue dans les deux sens. Et surtout, ce qui a surtout été intéressant et étonnant dans l'étude, c'est que l'effet était immédiat. En moins de 2 heures, ça avait déjà induit des modifications au niveau du microbiote. Alors attention, ces modifications, je veux dire, finalement, elles se passent quotidiennement. Quand on mange, ça va influencer la sécrétion de certaines hormones, le cerveau les perçoit et derrière peut engendrer une modification du microbiote. Donc ça se c'est déroule tous les ça. jours chez nous, hein. Ça Oui, ne veut pas dire que si on a un microbiote dysbiotique aujourd'hui, demain il ne le sera plus. Ou, voilà, attention quand même à ce que montre cette étude. Toute la journée, il se passe des choses dans notre corps qui vont un peu influencer les populations bactériennes. On sait que du matin au soir, on a certaines bactéries dont la population peut légèrement varier. Et ça se fait tous les jours. tout à fait. Voilà, c'est quelque chose de normal. Et donc, du coup, cette étude était vraiment très intéressante parce qu'ils ont montré voilà, un effet direct du cerveau et très rapide, du coup, sur le microbiote. Après, ça passait probablement via peut-être des efférences, du coup, des signaux, on va dire, du cerveau qui allaient jusque dans le système nerveux entérique. Et de là, Hmm, ben, ça faisait sûrement peut-être, ça influençait sur la production peut-être de peptides, d'hormones hmm, localement qui vont derrière influencer le microbiote. Et puis après, tu as toute la partie endocrine, finalement. Ton cerveau va influencer, par exemple, la sécrétion du cortisol, va influencer la sécrétion de tout un tas d'hormones, et on sait que le cortisol peut aller influencer le microbiote. Donc, un exemple de tout à comment le fait. stress chronique peut impacter le microbiote, c'est parce que stress chronique, ça augmente la CRH augmente la CTH va aller stimuler la production de cortisol, et trop de cortisol de manière chronique, ça va venir influencer la perméabilité intestinale et directement influencer le microbiote. Donc le Hmm, microbiote est sensible et est capable de répondre, de, de détecter, d'avoir un sensing des hormones en fait qui sont libérées dans notre corps, tu vois, hmm, et derrière d'induire, d'avoir une réponse par rapport à ces quantités d'hormones qui peuvent être sécrétées. Le microbiote sait répondre aux quantités de cortisol. Si on a trop, ben, ça va l'influencer, pas de manière positive globalement,
mais en fait, Effectivement. tu as clairement voilà, une influence, encore une fois, via la voie nerveuse et via certaines hormones, via certaines molécules que notre corps va produire. Donc c'est exactement le même système hein, dans les deux sens, en fait, hein, Hmm. quasiment. Intéressant ce que tu expliques ici, donc est très 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 intéressant. Donc là, je pense qu'on a. J'ajouterais Oui, juste une oui, petite Stéphane. phrase comme quoi du Oui, dis-moi. cortisol qui influence, qui influence le biote et ce même cortisol qui va être largué à cause du stress en trop grande quantité va influencer également le fonctionnement du cerveau, l'hypothalamus, Hmm. va fonctionner au niveau de la mémoire également, avoir un impact négatif. Donc, la même molécule va agir avec différents symptômes C'est du ça. biote au niveau du cerveau. Bah, t'as le stress chronique, ça a été montré. Genre, une hypersécrétion de cortisol, tu as des atrophies de certaines zones du cerveau et dont l'hypothalamus, ou des zones Exact. impliquées dans la mémoire, et tu as L'hippocampe des, aussi. Hmm. oui, Effectivement. l'hippocampe. Ouais. Donc, tu as un lien en fait avec le stress, tu as un lien, l'hippocampe, c'est quand même la zone de la mémoire. Enfin, Ouais. derrière, tu as des liens entre des dysfonctionnements et, une dégénérescence de l'hippocampe et certaines maladies derrière neuro, quoi. Donc, c'est. Exactement. Il y a des études chez le rat qui montrent que la CRH, l'excès de CRH sur le long terme est très toxique pour l'hippocampe, effectivement. Donc là, ce qu'on a abordé ici, c'est une compréhension globale. Au départ, on a dessiné un petit schéma pour définir ce que c'était que l'axe intestin-cerveau. Donc là, on est parti vers une compréhension globale de ce que c'était que l'axe intestin-cerveau. Donc il nous reste une partie autour de la prise en charge donc, de cet axe intestin-cerveau et de l'impact dans la médecine fonctionnelle et donc la pratique de médecine intégrative. Donc là, je propose qu'on fasse une petite pause de 2 minutes, histoire de dire un mot par rapport au congrès dans lequel cette conférence s'inscrit. Et il y aura aussi d'autres conférences plus tard, donc restez connectés, on vous enverra des messages et des mails là-dessus. Et puis on reviendra sur une petite discussion autour des stratégies de prise en charge de cet axe intestin-cerveau et de sa vraie place au niveau de la prise en charge des patients en médecine fonctionnelle. Et on essaiera de prendre des questions auxquelles on n'a pas déjà répondu, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions sur lesquelles on a déjà au moins répondu partiellement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc, alors, justement, l'intérêt de cette table ronde, c'est que ça aborde justement ce thème et ça fait une certaine introduction à la thématique de notre congrès microbiome 360 degrés. Donc c'est un congrès formation qui est organisé donc par moi-même et Christian Boyer autour donc de cette thématique de la neurodigestion. Donc remarquez bien qu'on avait bien choisi le mot en un seul mot, c'est un mot composé, mais c'est un seul mot qui détermine un petit peu les tenants et les aboutissants de ce qu'on vient de discuter autour de ça, au lieu de parler plutôt de l'axe intestin-cerveau. Donc c'est un mot qui englobe un peu plus la question. Approche globale du syndrome d'intestin irritable et du SIBO. Donc où là, ce sera en 2 jours, les 11 et 12 octobre prochains, à Lyon, dans un très bel endroit. On vous en dira un peu plus le moment venu. Donc, on a beaucoup de partenaires qui nous soutiennent, que ce soit des associations, des sociétés savantes, des organismes de formation, des laboratoires aussi, que ce soit des laboratoires de biologie médicale ou des laboratoires de compléments alimentaires, et puis pas mal de personnes aussi assez connues. Donc, nous trois, tels qu'on est là, on sera dans le congrès. Euh, donc, c'est un événement de taille, je dirais. Alors, c'est pas moi qui le dis, mais il y a plusieurs collègues et même d'autres personnes qui ont parlé de l'événement de l'année, parce que on rassemble dans cet événement-là trois grandes figures, trois grands experts au niveau mondial du SIBO et du syndrome d'intestin irritable, notamment Marc Pimentel, Alison Seebecker et Nirala Jacobi, avec bien entendu des experts francophones que vous voyez ici devant vous. Donc, pour avoir plus d'informations sur cet événement,
Donc, vous pouvez taper Microbiome 360 sur Google. Vous avez directement donc le site Orthodiète qui s'affiche, la page en lien ou le site en lien avec le congrès qui s'affiche. Vous avez le programme, vous avez les mises à jour, vous avez tout ce qu'il faut, aussi les inscriptions également. C'est un événement qui est en hybride. Donc, vous pouvez y assister en présentiel, comme vous pouvez aussi y assister en ligne. Vous avez aussi accès donc, au fait de poser des questions. Vous aurez accès aussi au replay de tout l'événement jusqu'à 6 mois après l'événement. Donc, si vous n'êtes pas disponible sur les 11 et 12 octobre, vous pouvez aussi voir le replay, donc en différé, assister au congrès, à la formation en différé. Vous pouvez être aussi, on vous encourage vivement d'être présent sur place avec nous. Ah oui, Euh, il faut venir, hein. voilà, donc Christian, si tu veux dire quelque chose sur le congrès. Bah, voilà, c'est vrai que le congrès est en mode hybride, hein. C'est aussi il y a l'accès possible via le Zoom, mais bon, franchement, voilà, avec voilà, tous les gens qu'on a fait venir, hein, donc quasiment tout le monde sera sur place. Voilà, c'est vraiment, comment dire, un peu un événement de l'année, l'événement unique, hein. C'est pas des choses qu'on voit comme ça tous les jours. On a vraiment eu à cœur de faire quelque chose d'holistique, avec des sujets très, très variés, de parler du microbiote et microbiome d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas le terme, voilà, on dit microbiote, c'est l'ensemble des bactéries. Les microbiomes, c'est les bactéries et leurs gènes et leurs fonctions en quelque sorte. Donc on a essayé voilà, de choisir encore un mot qui élargit encore plus cet aspect microbiote, justement. Et il y aura des thématiques. Alors, c'était la thématique ce soir. On a parlé un peu du nerf vague, tout ça et tout. On aura notamment un spécialiste du nerf vague en France, qui est le professeur Bruno Bonaz, hein, qui travaille autour de Grenoble. Voilà, on aura des interventions sur le lien entre le système immunitaire, le système neuro et le microbiote. Bien sûr, la grosse partie du congrès, c'est aussi sur le syndrome intestin irritable de manière générale et sur le SIBO et toutes ses déclinaisons. On est aussi dans un super endroit là. On pourra en parler à la fin. Voilà, sur Lyon, on a vraiment trouvé une salle qui est voilà, vraiment très, très belle, très, très moderne, très lumineuse, qui va très bien avec l'objectif du congrès. Et voilà, je vous invite vraiment à venir sur place. Ça permettra, voilà, de discuter avec les personnes, de rencontrer. C'est quand même plus sympa d'avoir accès aussi à tous les stands des partenaires, des laboratoires qui sont là, des laboratoires d'analyse. Donc il y a vraiment vraiment bah, tous les plus grands acteurs, on va dire, francophones au niveau complémentation, au niveau recherche sur des solutions. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très important. Euh, Au-delà de fait d'avoir de la connaissance, de former les gens, de parler de certaines choses, vous savez, c'est comme un plombier qui connaît bien son métier. S'il n'a pas les bons outils, il ne pourra pas travailler. Donc, les bons outils, dans notre cas, ce sont du coup voilà, les compléments alimentaires, certains nutraceutiques, certaines molécules, des probiotiques, des prébiotiques, enfin tout un tas de choses. Et donc, voilà, on va vraiment parler de tout ça durant le congrès. On va aussi parler de solutions, de prise en charge micronutritionnelle. Aussi, il y aura aussi des prises en charge, il y aura des mots aussi sur les prises en charge allopathiques, bien sûr, puisqu'il y a plein de médicaments aussi qui peuvent avoir leur intérêt et tout leur sens dans ces prises en charge-là. Il faut rien oublier. La nutrition est importante, l'allopathie aussi. Stéphane ne dira pas l'inverse, parce que si on n'avait pas de l'eau des fois pour nos hypothyroïdiens, des fois, c'est pas juste avec les plantes qu'on arrive à tout faire non plus. Même si la base, comme on dit, c'est l'alimentation, les micronutriments. Voilà. Donc, pour, pour vous inscrire, si certains le demandent, il faut aller donc sur Sur le site, donc voilà. microbiome360.orthodiète, ortho avec TH, diète, T à la fin, .org, où vous tapez microbiome 360 simplement, et vous avez donc la page où vous pourrez vous inscrire. Si vous avez des questions aussi, vous avez le mail en bas, vous pouvez nous envoyer un mail. Donc je précise donc aussi que c'est un événement exceptionnel, vu que Christian, tu me confirmeras, je crois que c'est le premier événement, en tout cas c'est le seul événement dans lequel on trouve ensemble réunis Marc Pimentel, Alison Becker et Nirala Jacobi, En j'imagine. France, oui. Voilà. Ça s'est jamais fait, ça. Ouais. Euh,
Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre au cours de cet événement. Et donc là, on revient donc à notre discussion rapidement par rapport à une question pour Stéphane. Donc Stéphane, toi, euh, quelle est ton approche pour la prise en charge de cet axe intestin-cerveau dans toutes les interventions de médecine fonctionnelle que tu fais globalement, hein, tu vas pas nous donner les détails des détails des détails, mais globalement, comment tu le prends en charge? Quelle est ta méthodologie, on va dire? Qu'est-ce que tu utilises? Quelles sont les situations particulières et tout ça? Donc, si tu peux nous en dire un peu plus. Alors, alors, il y a un grand principe, c'est que quand on a un patient qui a des soucis, quels qu'ils soient, et vu l'interaction des organes thyroïde, intestin, cerveau et système immunitaire également, on a intérêt, quand on prend en charge un patient qui a un problème de l'un ou l'autre des systèmes ou de deux systèmes, à tout prendre en charge en même temps. On ne fait pas ce que certains faisaient encore jusqu'à pas longtemps, en se disant, j'ai une consultation, je vais m'occuper de l'intestin, vous reviendrez dans 2 mois, là je m'occuperai de votre thyroïde, et 2 mois après, je m'occuperai de votre cerveau. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Il faut vraiment une bagnole qui ne fonctionne pas. Il faut régler 3 pannes en même temps et pas régler une panne et puis une deuxième, puis une troisième ultérieurement. Parce que le problème, c'est que si on remet la flore intestinale en ordre avec des désinfectants, des antibiotiques, du colloïdal, des huiles essentielles, qu'on recolonise, etc., eh bien, ne pas traiter la thyroïde immédiatement, eh bien, on peut être certain que sa dysbiose, son SIBO, on est reparti pour un tour immédiatement, dans les 15 jours, 3 semaines, un mois qui suivent. Même topo, si on prend en charge, par exemple, un problème de cerveau, de dépression, de burn-out, enfin, plutôt dépression, trouble du sommeil, par exemple, par déficit en GABA, en mélatonine ou déficit en sérotonine, eh bien, le souci, c'est que dès qu'on arrête la complémentation, on va avoir, en fait, on va revenir au point de départ si l'aspect hormonal n'est pas pris en charge. Donc, le système hormonal, c'est prendre en charge la thyroïde, les androgènes, les hormones féminines également. Donc, c'est vraiment tout en même temps. Et le point commun à la prise en charge pour tous les systèmes, que ce soit immunitaire, que ce soit intestin, que ce soit thyroïde du cerveau, c'est la nutrition. Donc, quand un patient mange mal, on peut sur sa tête, lui faire dépenser trop de compléments, ça va pas marcher. Donc, si le patient refuse de bien manger, de retirer les toxiques qui donnent des dysbioses, qui favorisent la prolifération fongique, comme trop de sucre rapide, ou bien des FODMAP qu'on ne digère pas, qu'on persiste à manger et qui nous font ballonner, eh bien, malheureusement, on va jamais arriver à faire fonctionner l'intestin convenablement quoi qu'on fasse du thérapie, que ce soit dans les antibiotiques ou autre. Et même topo, au niveau du cerveau, on sait très bien que si on traite par des diverses méthodes, en dehors du 5-HTP, les cofacteurs d'activation du 5-HTP en sérotonine, on voit un patient, on stoppe sa dépression parce que sa sérotonine va monter. Eh bien, l'inflammation de la des bioses va faire que le récepteur de la sérotonine ne va pas fonctionner. Et donc, on a fait un travail pour rien. On monte la dopamine, la part n'est pas bonne, et bien malheureusement, le pauvre gosse qui a des troubles d'attention ou la personne plus âgée qui n'a pas de mémoire, même pas de motivation, pas de concentration, ça va pas marcher. Donc il faut vraiment tout prendre en même temps, en charge, et c'est ça la complexité. On peut pas dire maintenant que en médecine fonctionnelle ou en médecine holistique ou en nutri, on prend en charge simplement un système parce qu'on est fort là-dedans, et on oublie les autres, où on filera le patient à d'autres collègues plus forts en thyroïde, plus forts en ceci et cela. Pour le reste, ça ne marche pas. Il faut tout prendre en même temps, en charge. Voilà, donc c'est la prise en charge intégrative, intégrale, complète, hormonale, système nerveux et intestin. Alors, toujours donc pour question pour Stéphane, qu'est-ce que tu utilises toi pour gérer les soucis en rapport avec l'intestin? Si tu peux nous citer des solutions, des techniques, des méthodes, des molécules, des choses, des produits que tu utilises et sur lesquels tu as vu une certaine efficacité et dans quelle situation? Alors, il y a un grand principe, et je crois que Christian va être d'accord, lui qui a une plus grosse expérience que moi en prise en charge du SIBO, c'est qu'il y a un grand principe, c'est que quand le péritaltisme intestinal, le facteur, quand le complexe moteur migrant n'est plus là, ou quand l'intestin ne se contracte plus, n'avance plus, eh bien, on a une prolifération qui s'installe. Cette prolifération peut avoir lieu dans le grêle, ça s'appelle un SIBO, dans le côlon, ça s'appelle une dysbiose. Ça peut être également, au point de vue fongique, un SIFO, donc prolifération de levure dans l'intestin grêle voire une candidose dans le côlon.
Et donc, le principe est le même. Si l'intestin arrête de faire avancer les selles, en fait, on a une stagnation et on a une prolifération qui peut s'installer facilement. D'autant plus que cette stagnation, cette hypoperistaltisme, cet hypofonctionnement intestinal va également entraîner une hyposécrétion de l'estomac, d'acides enzymes pouvant digérer les protéines, une moindre sécrétion de cette biliaire. La bile va être ralentie, en fait, on sait très bien ça, et que également les enzymes pancréatiques pour digérer les glucides, les sucres, vont également être altérés. Et donc, il faut vraiment relancer la fonction intestinale. Alors moi, Mm. j'ai la chance que je fais de l'orthomono depuis toujours, donc là, la principale cause de ralentissement de l'intestin, que ce soit gastroparésie, que ce soit constipation, c'est l'hypothyroïdie. Et je vois des collègues qui prennent en charge superment bien les dysbioses, les SIBO, ils font tout ce qu'il faut et ils laissent le patient en hypothyroïdie. Et malheureusement, un mois ou deux après, on est reparti pour un tour. Et donc, évidemment, Christian nous a aidé enfin, à contribuer à l'accessibilité en Europe de produits qui sont des produits américains à la base, qui relancent en fait l'estomac, la fonction digestive, sont des prokinétiques naturels. Et c'est une superbe idée. Ça fait un peu le job des hormones thyroïdiennes, mais sans le faire complètement. Donc on peut se débrouiller avec ces substances-là. Mais je suis intimement persuadé, avec Christian, on a déjà fait deux petites conférences en faisant le lien entre thyroïde et intestin où on montrait bien qu'un patient hypothyroïdien, dans 50% des cas, lorsqu'il était traité, avait un SIBO. 50% d'hypothyroïdiens ou 51% ont un SIBO. Et malheureusement, et Christian a fait le chemin inverse en montrant que les gens qui avaient un SIBO, eh bien, malheureusement, via des tas de mécanismes différents, eh bien, ils devenaient hypothyroïdiens. Donc, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Et donc, Mm. alors, tu demandes des noms de substances, mais c'est tellement infini, il y en a des dizaines et des dizaines. Je ne sais pas le donner. Mais donc, en gros, une mauvaise flore, qu'elle soit n'importe où dans l'intestin, ben, il faut essayer de taper sur la mauvaise flore, essayer que les bonnes bactéries s'accrochent et donner des nutriments, des prébiotiques à cette bactérie intestinale pour qu'elle puisse survivre et se battre contre les mauvaises qui ont pris le dessus. C'est une question d'équilibre, en fait. On ne peut pas dire qu'une bactérie soit tout à fait mauvaise, une autre tout à fait bonne. C'est vraiment une question d'équilibre à refaire. Je te renvoie la même question, Christian. Quelle est toi ta stratégie globale? Et alors, question dans la question, dans ce que Stéphane avait abordé tout à l'heure, la prise en charge un peu de la dysbiose avec tu sais, les antifongiques ou les antimicrobiens naturels, les antibiotiques et tout ça. Comment toi t'articules l'usage de ces antimicrobiens, qu'ils soient médicamenteux, naturels, avec la prise de probiotiques ou de choses qui s'apparentent aux probiotiques, que ce soit des postbiotiques, des parabiotiques ou des prébiotiques. Euh, et qu'est-ce que tu utilises globalement? Alors, je sais que voilà, tu travailles beaucoup sur le SIBO, l'IMO, l'ISO, mais est-ce que tu peux être un peu plus global sur pas des dysbioses bien spécifiques comme celles-ci qui sont des dysbioses sévères, mais euh, un peu plus globalement, en dehors de ces situations-là, quelle est ta stratégie, quel est ton mode de raisonnement, quelle est ta méthodologie? Et on reviendra donc sur la question sur le système nerveux et la prise en charge et tout ça avec les neurotransmetteurs. Je dirais que peu importe le problème finalement, ce qui est important initialement, c'est d'essayer de comprendre, si possible, c'est même au-delà de si possible, ça devrait être obligatoire, même si des fois on a du mal à remonter à la fameuse cause ou aux fameuses causes des problèmes. Déjà, voilà, déjà ça, je dirais ça c'est la base. Quand on a quelqu'un qui a un problème de thyroïde, qui a un problème de microbiote, qu'il ait les deux ensemble, tout ça et tout, c'est d'essayer de comprendre bah, qu'est-ce qui a pu être à l'origine de cette perturbation-là. Stéphane parlait du fait que et ça, je confirme parce que on le voit tout le temps et on a fait aussi bah, plein de confs là-dessus sur le lien entre intestin et thyroïde. Et c'est vrai que les dysfonctionnements thyroïdiens sont souvent responsables de dysbiose, de problématiques digestives, ça c'est clair. Quasiment, voilà, à un certain stade, il y a quasiment tout le monde qui, à un certain stade voilà, d'hypothyroïdie, commence à avoir des problèmes intestinaux. Il ne digère plus bien, il a le péristaltisme intestinal qui est au ralenti. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de constipation aussi en cas d'hypothyroïdie. Tout stagne, donc du coup, ça augmente les fermentations. L'hypothyroïdie perturbe le complexe moteur migrant, qui est cette fameuse chasse d'eau qui
entre les repas nettoie l'intestin grêle. Le CMM, c'est les ondes de contraction interdigestives. Donc ça, c'est important de comprendre. Et donc, c'est vrai qu'il y a un lien avec le côté hormonal et le digestif. Après, tous les gens qui ont des SIBO n'ont pas nécessairement tout le temps des hypothyroïdies, même si on en trouve régulièrement, ou des problèmes hormonaux. Des fois, ils n'en ont pas initialement, mais ils finissent par en avoir. Parce que quelqu'un qui a depuis des années des SIBO commence aussi malheureusement à restreindre de plus en plus son alimentation, commence à avoir voilà, de plus en plus des fois de symptômes. Enfin, ce SIBO est aussi source de micro-inflammation au niveau de la muqueuse, etc. Donc des gens qui développent aussi des problèmes de carence micronutritionnelle. Donc on arrive à des cercles vicieux où, allez, au bout d'un moment, quand les gens ont depuis 10 ans des SIBO, oui, ils ont le SIBO et puis ils commencent à avoir plein d'autres problèmes à côté. Ça, c'est clair. Et donc, d'une manière globale, bah, dans la prise en charge, bah, il faut essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui a été à l'origine de la dysbiose? Des fois, ça peut être une prise d'antibiotiques, tout bêtement. Quelqu'un a pris voilà, une trithérapie bien costaud pour un hélicobactère, alors qu'il y a des produits, des fois naturels, qui sont extrêmement efficaces et avec très peu, voire pas du tout d'effets secondaires. Donc, il y a des gens comme ça, ils ont pris une cure antibiotique, ils ont déclaré une dysbiose. Donc là, la cause, ça a été une prise d'antibiotiques. Donc, ça a engendré un déséquilibre dans le microbiote. Et des fois, il y a une résilience. Donc, le microbiote revient à son état initial. Et la personne, bon, bah, ok, elle est peut-être un petit peu dérangée durant l'antibiothérapie, elle a quelques diarrhées, mais tout revient normal et elle vit très bien sa vie ensuite. Mais chez des gens, on a plus cet état de retour à l'équilibre et on est sur un état de dysbiose du coup. Et là, ben, effectivement, au bout d'un certain moment, il peut, si le problème perdure et n'est pas régulé, avoir d'autres soucis qui arrivent, comme les soucis hormonaux, etc., etc. Et donc, je dirais dans la prise en charge globale de ce qu'on appellerait une dysbiose, qui peut être une dysbiose, que ce soit dans l'intestin grêle ou du côlon, peu importe, puisque ça peut être dans un endroit comme dans un autre, et souvent même c'est dans les deux, on peut utiliser beaucoup de choses. Mhm. Euh, je dirais que jusqu'à présent, on avait beaucoup d'a priori, notamment dans le cas du SIBO, on disait non, il ne faut surtout pas utiliser les probiotiques, ça rajoute des bactéries alors qu'il y en a trop. En fait, voilà, on se rend compte maintenant que c'est absolument faux, par exemple. Toutes les études qui ont été publiées sur les probiotiques, toutes absolument, ont montré toutes des effets positifs. Il y en a une seule qui a montré un effet négatif sur une quarantaine d'études. Et d'ailleurs, on comprend, hein, c'est très bien expliqué pourquoi il y a eu des effets négatifs chez les gens qui avaient le SIBO de ces probiotiques-là, parce qu'ils produisaient du D-lactate, Mhm. et ça peut poser problème, alors que l'acide L-lactique moins. Donc ça, c'est un exemple particulier, mais tu vois, par exemple, les probiotiques, on peut presque les utiliser dans n'importe quel type de dysbiose. Alors, ce qui est important, Ça c'est dépend des que... souches. Pardon? Ça dépend des souches ou Voilà. ce qu'on utilise Ben, réellement. Mhm. tu sais, tu sais, en ce moment, chez les petites... enfin, tous les ans, je me forme chez les formations, voilà, et en ce moment, j'ai une petite formation australienne ou américaine, donc bon, bien sûr en anglais. Et du coup, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire dans la formation, c'était de dire, bah, finalement, les chiens sont tous pareils, c'est la même espèce, c'est des chiens, d'accord. Mais si tu veux, par exemple, garder un troupeau, tu vas pas prendre un chihuahua, tu vas prendre un chien de berger. Donc là c'est pareil avec les probiotiques, c'est-à-dire que en fait, il n'y a quasiment aucune situation où ils ne sont pas recommandés. Bon, sauf immunodépression grave, etc. Bon, des cas très médicaux très particuliers, mais en fait, il n'y a aucune situation où ils ne sont pas recommandés. Aucune. Tu n'en trouveras pas. Par contre, il y a plein de probiotiques qui sont plus indiqués pour tel type de problème ou tel type de problème. Donc en fait, c'est la même façon que tu ne vas pas prendre un tournevis pour dévisser un écrou, ou tu ne vas pas prendre un tournevis pour planter un clou, bah, avec le probiotique, c'est pareil. C'est important du coup d'utiliser des souches qui ont été validées, par exemple pour le SIBO, des souches qui ont été validées pour telle problématique, des souches qui ont été validées pour réguler tel problème, tu vois. C'est évident que si tu donnes des probiotiques, par exemple, au hasard, tu te dis, allez, c'est des bonnes bactéries, on les donne et on verra bien ce qui se passe. Bah oui, là, il y a une chance sur deux, voire dans le cadre du SIBO, 80% de chances que ça passe mal. Donc déjà, je pense ce qui est important, c'est d'être précis, d'utiliser des souches qui sont validées pour telle ou telle indication. C'est ça l'importance, en fait, c'est d'être précis. Et voilà, ce métier, comme tous les autres métiers, demande de la précision. Donc je vois pas pourquoi on ne le ferait pas dans la santé et on lancerait comme ça n'importe quel probiotique. Ça, pour moi, c'est la première erreur. C'est comme les médicaments. Tu Oui, vas pas donner n'importe quel médicament dans n'importe quelle situation ou maladie, n'importe comment. Tu bien sûr. choisis bien le médicament avec les bonnes Mm. indications. De la même façon que tu choisis bien, tu vois, j'ai parlé des probiotiques, tu as aussi des antimicrobiens, alors que ce soit certains antibiotiques qui peuvent être utilisés
notamment un des plus connus, je pense que le docteur Pimentel en parlera, puisque Mm. c'est lui qui a fait toutes les études dessus, donc la rifaximin, Ouais, qui est un effectivement. antibiotique voilà, qui est pour le coup très eubiotique, puisqu'il ne va pas détruire toute la flore. Et il a même montré dans les études, ça c'est chez l'animal, mais du coup qu'il augmentait même les bonnes bactéries, les lactolibifidaux dans le côlon. Et c'est un antibiotique qui n'agit que dans l'intestin grêle. Donc tu vois, par exemple, ça c'est un exemple, tu vois, d'un antibiotique, mais tu ne donneras pas tu ne donneras pas de la rifaximin à quelqu'un s'il a une dysbiose dans le côlon, puisque c'est un antibiotique qui agit que dans le grêle. Donc ça, c'est un Mm. antibiotique extrêmement adapté pour le SIBO, qui donne des bons taux de succès, de l'éradication des bactéries, mais ça ne vient pas prendre en charge la cause. Donc il peut y avoir des rechutes derrière. Attention à ne pas Ok. confondre ce que fait un antibiotique et à penser que ça résout tous les problèmes non plus. Après, tu as les antimicrobiens naturels, pareil, dans le cadre des dysbioses. Des fois, ils sont d'ailleurs bien plus indiqués en première intention que les antibiotiques, parce qu'ils ont des actions plus larges. Un antibio, ça ne détruit que des bactéries. La plupart des substances antimicrobiennes naturelles, qui viennent des plantes, que ce soit des huiles essentielles, des extraits de polyphénol, ont des actions antifongiques, antibactériennes, antiparasitaires, certaines, virucides, etc. Donc, tu sais que, voilà, des fois, tu peux te poser la question chez quelqu'un, bah tiens, j'ai vu qu'il a un SIBO, mais tiens, j'hésite, est-ce qu'il n'aurait pas une candidose? Bah, avec les antimicrobiens naturels, cette question est un peu moins problématique, puisque tu sais que ce que tu donnes agira aussi sur la flore fongique. D'où l'avantage de d'abord utiliser des fois des antimicrobiens naturels plutôt qu'un antibio qui va agir que sur les bactéries, qui peut en plus, pour certains qui sont très forts, augmenter les risques de faire flamber la flore fongique, tu vois. Donc il y a, voilà, il y a beaucoup de choses. En fait, on a des outils, on a une tonne d'outils à disposition. Le plus difficile, je dirais, c'est de bien les connaître et de savoir dans quel cas on doit les utiliser ou pas. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y en a plein qui disent oui, on n'a pas assez de trucs, on n'a pas assez d'outils. Mais en fait, si, on a des centaines de compléments, des centaines de molécules, des centaines de souches de probiotiques différentes qu'on peut utiliser en fait. Donc on a presque trop d'outils entre guillemets. Il faut juste apprendre à les maîtriser. Donc grâce à la science, aux publications scientifiques, mais aussi grâce à l'expérience. C'est ça qui est le plus important. C'est au final de voir, toi, sur ton type de patient, sur ton type de dysbiose, tiens, j'ai remarqué que ça marchait mieux. Il y a plein de trucs dont moi, voilà, j'ai appris théoriquement, et après, je me suis rendu compte qu'en pratique, ben, il y avait des choses dont on parlait moins qui marchaient beaucoup mieux. Mm. Donc, voilà, je pense qu'on peut utiliser en fait beaucoup de choses. Il y a plusieurs chemins qui peuvent amener à la résolution du problème. Il y a des mauvais chemins, ça c'est vrai. Il y a des choses à ne pas faire, des choses qu'il faut éviter. Il y a des mauvais chemins, mais il y a plein de beaux chemins, il faut dire aussi aux gens. Donc, il faut s'ouvrir l'esprit et savoir que voilà, on peut utiliser les probiotiques en cas de SIBO, les antimicrobiens naturels, ça fait part aussi des protocoles pour les dysbioses. Les prébiotiques peuvent être intéressants. Pareil, on ne donnera pas n'importe lesquels en cas de SIBO, Mm. voire il y en a très peu qui sont validés dans le cadre du SIBO, à part la gomme de guar hydrolysée, par exemple. Tu vois, alors que si c'est un autre problème, ben, s'il n'y a pas de SIBO, tu pourras être un peu moins embêté d'utiliser d'autres types de prébiotiques, tu vois. Donc, je pense que voilà, il y a beaucoup d'outils à manier. Il n'y a pas une vérité absolue. Des fois, on peut introduire les probiotiques au début du protocole, des fois plutôt à la fin. Donc, moi, personnellement, j'ai un peu cette idée. Tu sais, tu es chez toi, tu as laissé ton terrain à l'abandon, il y a des ronces de partout. Tu veux replanter un joli jardin et des jolies fleurs. Bah, tu vas peut-être déjà commencer à débroussailler, à faire le nettoyage. Donc, par exemple, les antimicrobiens. Ensuite, tu prépares gentiment la terre, tu commences à mettre les belles fleurs, tes probiotiques, et après, bah, tu mets l'eau et l'engrais, donc les prébiotiques. Donc moi, j'ai tendance quand même un petit peu à fonctionner comme ça, si, voilà, pour parler de comment je fais et d'un peu de tips Mm. pratiques, c'est de commencer un peu à nettoyer, après de mettre des probiotiques éventuellement, et puis après les prébiotiques. Dans certains cas, j'en donnerai pas hein, des probiotiques, ça m'arrive, comme dans certains cas, les antimicrobiens qui seront donnés seront extrêmement doux. Aussi, on peut, sur des choses comme du SIBO, on pense qu'il n'y a que les antibiotiques qui régulent les problématiques. C'est absolument faux. Il y a des gens qui ne sont pas sortis avec les antibiotiques, qui ont très bien répondu à des choses plus douces comme des polyphénols, des Les effets des gluronades. polyphénols notamment. Voilà. Ouais. Ça, c'est pour moi des molécules exceptionnelles. Ouais. Des, des, des molécules qui vont à la fois agir sur l'inflammation, aussi des anti-inflammatoires, parce que là, ce que tu disais, donc c'est centré sur le microbiote, et puis tu as toute la partie aussi d'intervention sur la perméabilité intestinale. Notamment là, je peux citer une molécule intéressante que tu aimes bien, qui est le zinc-carnosine. Et Mm. puis l'inflammation aussi intestinale qui a un rôle majeur. Donc les polyphénols sont très intéressants
Oui. tu confirmes dans certaines situations, que ce soit du SIBO ou autres, qui permettent. Ces polyphénols sont intéressants parce qu'ils ont aussi un rôle, une sorte de rôle, on peut dire presque même Diplibiotique. prébiotique, Diplibiotique. plibiotique, duplibiotique, euh, qui, qui peut avoir des effets de modulation du microbiote, effectivement, et des effets anti-inflammatoires, antioxydants, etc., qui sont propres aux polyphénols. Quels sont les polyphénols que toi, tu utilises parfois? Donc, l'apigénine, j'imagine, et La, d'autres. la, de manière générale, il y en a un que je placerai en top, c'est la grenade et les extraits de grenade titrés en acide élagique notamment, Hmm, qui est efficace, très efficace pour diminuer les protéobactéries notamment, E. hmm. coli, Klebsiella, enfin tout un tas de protéobactéries. Donc c'est très très intéressant la grenade. Faut Et savoir qui qu'elle donnent les urolytines, notamment. alors, Urolytine A et B. les urolytines, enfin, je vais plutôt, alors si je veux agir sur le microbiote, je vais plutôt donner la grenade titrée en acide élagique, par Hmm, exemple. Les urolytines qui sont des métabolites qui proviennent de la dégradation, enfin, c'est le microbiote qui va métaboliser certains polyphénols de hmm. la grenade pour former des urolytines. Les urolytines, après, ont un peu plus une action, du coup, extra-digestive. Bah, l'urolytine C'est A, ça. on en parle Oui. beaucoup avec le lien, notamment un effet un peu anabolique. Alors attention, Hmm, hmm. c'est c'est pas voilà, c'est pas la testostérone, hein, mais en tout cas, La B l'urolytine A aussi. Oui. et la B, Oui. effectivement. Mais voilà, c'est moins les Intéressant. métabolites que je vais utiliser, c'est plus directement, voilà, tu vois, l'acide élagique, les élagitanins, la punicalagine, tout ça, les extraits Hmm, titrés dans ces molécules-là, qui sont très intéressants. Donc, il y a la grenade, effectivement. Tu as la grenade, je dirais que c'est quand même parmi les polyphénols les plus puissants sur la dysbiose. Tu as l'apigénine qui est très intéressante aussi. Alors, l'apigénine, on en trouve dans la camomille notamment, dans le persil. Bon, hmm. évidemment, pourquoi on donne des compléments? Sinon, il faudrait manger 4 bottes de persil par jour. C'est un peu compliqué. Mais en tout cas, on peut déjà, moi j'aime bien, tu vois, quand des gens ont besoin d'apigénine, je leur dis en plus de manger plus de persil, de boire plus souvent des tisanes de camomille, tu vois, qu'en plus du complément, ils aient cette habitude de l'apporter aussi via l'alimentation. Et bien évidemment, dans le cadre d'une dysbiose, ça va être compliqué d'avoir des doses suffisantes via l'alimentation. La grenade, on pourrait dire, ben, mange des grenades. Ben non, c'est tiré de la peau, donc personne ne mange la peau de grenade, c'est pour ça qu'il faut des compléments. Oui. Parce que ces molécules-là, des polyphénols, sont souvent présentes dans la peau Hmm. des fruits, Beaucoup notamment, ou plus. la Oui. peau des légumes, beaucoup Hmm, plus à ce niveau-là. hmm, Et en fait, les polyphénols, c'est génial parce que de base, ça a été sélectionné par l'évolution. C'est-à-dire que ils existent aujourd'hui, ces molécules-là, parce que les plantes, en fait, les ont concentrées en quelque sorte pour se prémunir contre des moisissures, contre des pathogènes. Et donc, du coup, ils ont été sélectionnés pour nous. Enfin, hmm. oui, on peut dire ça, c'est le miracle de la nature. Ils ont été sélectionnés pour nous, finalement, avec des milliers d'années d'évolution, via ces molécules-là qui, voilà, il n'y a aucune résistance quasiment aux polyphénols. Je veux dire, elles agissent. Après, bon, elles agissent C'est des plus. molécules adaptatives, en fait, C'est de la ça. plante elle-même, pour elle-même. Mm, Mais au final, comme nous, on a eu beaucoup de temps en consommant, donc nos ancêtres, en consommant ces fruits et légumes qui sont très riches en polyphénol, on s'était adapté. On s'est moins adapté, par exemple, aux alcaloïdes, aux oui, terpènes, aux saponines, mm, qui se trouvent plutôt dans des plantes médicinales qui n'ont pas été beaucoup consommées, et donc bien sûr. garder une certaine toxicité, effectivement. Les Intéressant. polyphénols ont plein de rôles signaux aussi. Ils régulent Mm. l'expression de plein de gènes. Ouais. Ils ont vraiment un effet signal aussi. Et oui, la pygénie est très intéressante aussi parce qu'elle a un effet anti-inflammatoire. Il y a plein d'études sur, enfin quelques études sur la maladie de Crohn, les Mickey notamment, l'effet de la pygénine dessus. Et la pygénie est intéressante parce qu'elle diminue notamment certaines bactéries, notamment le désulfovibrio, qui est une Mm. bactérie Ouais. productrice d'hydrogène sulfureux. H2S. Voilà, ça fait partie du phyla des Proteobacteria. Enfin, Mm. Pseudomonadota maintenant, parce que le nom a changé, on dit Mm. Proteobacteria parce que ils ont changé tous les noms là, dernièrement de plein Ouais. de Et puis la trucs. Mais quercétine comme peut-être stabilisateur des mastocytes ou effet antihistaminique aussi. il y a un effet aussi sur le microbiote. Mm. Alors après, attention, tu vois, par exemple, tu vois, la quercétine, c'est un bon exemple où c'est un bon polyphénol, stabilisateur des mastocytes notamment. Ça agit sur la perméabilité intestinale, très intéressant. Quasiment tous les polyphénols, tu prends n'importe lequel, le resveratrol, les polyphénols de la grenade, la pygénine, tous ont une action bénéfique au niveau de la barrière intestinale. Ça, c'est clair. Et par contre, la quercétine, il faut s'en méfier, tu vois, typiquement sur des dysbioses hydrogène sulfureux, Mm. il faut s'en méfier. Des fois,
Alors, tu as quelques exemples comme ça. Donc, je vais mentir parce que j'allais dire les polyphénols, ça diminue les mauvaises bactéries, ça augmente les bonnes. Oui, ça, c'est la vérité Dans générale. l'ensemble, oui. Dans l'ensemble. Après, tu as certains polyphénols, tu vois, comme la quercétine. Il faut faire attention quand il y a des dysbioses d'hydrogène sulfureux, parce que ça pourrait augmenter certaines bactéries, justement, euh, je crois un petit peu le bilophila notamment, certaines bactéries qui, si la personne les a déjà en excès, ça pourrait ne pas être très bon. Donc, tu Mm. vois, déjà, tu rentres dans une complexité, c'est-à-dire que même quelque chose de bon pourrait induire un mauvais effet chez un patient du moment que tu ignores quel problème il a exactement. Oui. Du fait que moi, en pratique, je donne souvent des analyses du microbiote pour être sûr, si je veux regarder le microbiote colique, hein, parce que pour le SIBO, Mhm. ça sera le test respiratoire, il y a une autre analyse. En tout cas, si tu veux voir ce qui se passe au niveau du côlon, de ce microbiote colique, bah, il te faut une cartographie, et donc l'analyse du microbiote permet de voir un petit peu, tiens, il lui manque telle et telle Analyse bactérie. métagénomique, tu veux dire. La métagénomique, c'est ça. Mm. Alors, il y a deux types de métagénomique. La plus Mhm. souvent, c'est ARN-CSS, celle Oui. qui est couramment utilisée par la plupart des laboratoires, qui est généralement suffisante, même si elle ne permet pas d'avoir toute la liste Mm. complète, des fois d'aller jusqu'à l'espèce bactérienne pour toutes les bactéries. Mais c'est déjà un bon axe de travail, on va dire, de base. Et donc, moi, je passerai la parole à Stéphane. Donc, dernière question. Stéphane, toi qui travailles beaucoup sur les neurotransmetteurs, le cerveau, comme tu disais tout à l'heure, donc la dopamine, la sérotonine, etc. Mm. Est-ce que toi, tu observes parfois chez certains patients, après une prise en charge des troubles liés à l'intestin, une amélioration au niveau des troubles de l'humeur, du sommeil, de la sensibilité au stress, on va dire les troubles liés aux neurotransmetteurs classiques tels que la dopamine, la sérotonine, le GABA? Euh, Alors, désolé, il y a des coupures, il y a une partie qui était coupée. Donc, tu me demandes si je vois rapidement, en effet, au niveau psychique de la prise en charge des dysbioses, mais c'est clair et net. C'est vraiment, c'est... Alors, en fait, moi, quand je vois des patients, je renvoie au préalable un questionnaire de 12-15 pages. Le patient m'envoie le questionnaire rempli, puis je prends mon dictaphone, je parcours le questionnaire et je lui donne des conseils. Et je lui envoie également des mails avec des infos concernant son alimentation qui n'est pas bonne, concernant ses déficiences hormonales probables, et ça. Et il y a les plus malins là-dedans, ils appliquent tout de suite, avant de venir en consultation. Et ils arrivent quasiment guéris en consultation. Donc moi, j'ai des patients comme ça, c'est spectaculaire. Ils ont comme plein des crampes, des ballonnements, ils sont fatigués, ils sont trop gros. ouais. Mauvaise connexion chez Stéphane. On espère qu'il... En consultation, ils disent, écoute, j'ai perdu 5 kilos, j'avais en trop, je déprime plus, je dors bien, Euh, j'ai mal au ventre et tout est résolu parce que le patient a appliqué déjà les règles de base. Oui, tu me disais? ouais, non, il y avait eu une coupure au Ok. milieu quand tu parlais. Et donc là, euh, en fait, je repose la question un peu différemment. Donc, le lien, puisqu'on parle d'ici d'axe intestin-cerveau, le lien que toi, tu avais décrit déjà entre les troubles de l'humeur, que ce soit la dépression, l'anxiété, les compulsions de sucre et l'irritabilité, toutes ces problématiques-là, et les troubles du sommeil, et l'intestin. Désolé. Ouais, Oui. tu nous Désolé, entends? ça a coupé. Je crois que je me rebranchais sur un Ouais. autre parce que ça coupe. Je suis désolé, hein. Ok, y a pas de souci. Euh, Donc, moi, je vais poser simplement la question à... Ouais, je pense que ça va mieux maintenant. ça va mieux, oui. Donc, Ouais, donc je reformule les problématiques liées à l'humeur, les troubles de l'humeur, qui sont en oui, fait des problématiques liées aux déficits neurotransmetteurs centraux, ou des troubles du sommeil, ou tout ce oui, qui s'apparente à ça. On peut soit parler là de situations précises de déficit en dopamine, par exemple, perte de motivation, dépression, etc., diminution de la concentration et tout ça, ou alors des situations pathologiques telles que, par exemple, l'autisme. Prenons cet exemple. Est-ce que tu observes des améliorations parfois, souvent, toujours, euh, après une prise en charge complète? Alors, bien entendu, on comprend bien au niveau de l'alimentation, au niveau du style de vie, oui. etc. Et surtout au niveau intestinal, est-ce que tu observes un effet direct au niveau cérébral, ou est-ce qu'il faut vraiment prendre en charge directement par des Ouais. précurseurs de neurotransmetteurs et d'autres choses?
Mais le problème, c'est que je fais tout en même temps. Toi, le problème, c'est que, voilà. Alors, en gros, avant que j'ai vu le patient, j'envoie des infos par rapport à un questionnaire. Et Hmm, souvent, le patient est malin, il applique déjà, il mange mieux, il mange des protéines le matin, il prend déjà une multivitamine, il prend de la vitamine D, il prend du zinc, il arrête hmm, les toxiques comme le gluten, l'avoine, des trucs comme ça. Et le patient arrive en consultation, il a plus mal au ventre, psychiquement, il va bien, il ne déprime plus, il retrouve sa joie de vivre, sa mémoire, concentration. Et donc, ça peut aller très, très, très vite. C'est en 15 jours, 3 semaines. Maintenant, si le patient arrive en consultation et que je dois faire tout le boulot de A à Z, en gros, si le patient est neuroné, donc est malin et applique les conseils que moi ou mon équipe ou n'importe qui donne, on voit en 15 jours un changement radical chez ces patients, en 15 jours. Non, un cas n'est pas l'autre, mais la majorité des patients, en prenant globalement en charge biote, changement alimentaire, éventuellement complément permettant, pour aller plus vite, permettant la synthèse des neurotransmetteurs, c'est en 15 jours, 3 semaines, on voit les patients jeter leur Prozac à la poubelle, jeter leur somnifère à la poubelle, et de bonne humeur, et puis ils sont motivés, ils vont au sport, ils vont se marrer, alors qu'avant, ils étaient dans leur lit. Ça peut aller très oui. très vite, ouais. J'imagine que Christian, tu as aussi le même avis. Ça dépend des cas. T'as des gens sur lesquels ça dépend on va dire, de l'état initial de leur problème, depuis combien de temps ils ont aussi leurs soucis. Bien évidemment que tu as des gens, ça fait 15 ou 20 ans qui galèrent, et notamment je dirais que des fois, ce qui est le plus long ce qui est le plus long à travailler, c'est le microbiote. Des fois, Hmm, autant au niveau, tu vois, au niveau hormonal, quelqu'un en hypothyroïdie, tu donnes le Tiral, tu peux voir des effets en une semaine sur les signes cliniques. Autant dire à quelqu'un, oui, votre microbiote, en une semaine, je vous le régule, c'est illusoire. Il y a des gens, je travaille pendant 2 ans. C'est au bout de 2 ans qu'ils oui, disent, ah, c'est bon, maintenant, j'ai quasiment plus de problème. oui. Il y a des cas, c'est comme ça. Ça dépend du type de dysbiose. C'est du Hmm, SIBO, ce genre de choses. Ça prend beaucoup de temps. Souvent, tu as un premier protocole qui fonctionne pas, alors que chez le voisin, il avait fonctionné, il avait les mêmes problèmes. Donc, il y a souvent besoin de trouver aussi des fois le bon protocole pour ce genre de problématique. Donc, moi, je dirais que c'est très, très dépendant de la personne. Il y a des choses, je vois des résultats très vite. Tu vois, quelqu'un qui hmm, arrive, j'ai des cas des fois de gens qui ont ils sont crevés, ils sont épuisés, ils ont des signes d'hypothyroïdie énormes, tout ça et tout. Et en fait, on voit qu'ils sont carencés en tout. Ils ont plus d'iode, plus de vitamine D, plus c'est de ça. 5, plus de B12, plus rien. Et tu dis, ah oui, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces pauvres gens? Tu remets des complexes vitamines et minéraux et un mois après, ils disent, j'ai plus rien. Et ils ont Hmm, l'impression qu'ils te disent, vous êtes magicien. Ben non, c'est hmm. comme une voiture, hein, tu sais, tu n'as plus d'essence, elle avance plus, hein, c'est Bah clair oui, et net. Tu remets de l'essence, elle redémarre. Donc, il y a des choses qui viennent très vite, il y a des choses qui prennent plus de temps. c'est Après, ça. des fois, les symptômes vont être améliorés rapidement, mais le travail sur la cause du problème peut prendre plus de temps, tu vois. Hmm, exactement. Il y a ça aussi qu'il faut différencier. Oui. Et puis on trouve toujours dans ce même sens d'influence de la prise en charge du microbiote sur le système nerveux. On trouve notamment, vous aurez dû aussi voir certaines études, en ce sens des études de cas cliniques en général, sur des enfants autistes, notamment qui ont une dysbiose profonde, type par exemple aspergillose, des dysbioses très compliquées à gérer. Et dans certains de ces cas cliniques, on voit que ce qui est montré comme un résultat remarquable de disparition presque des traits autistiques en traitant simplement la dysbiose, l'aspergillose. Alors, bien sûr, ça, on l'a pas toujours, mais il y a des profils comme ça. Alors, je prends l'autisme comme exemple, mais il y a des profils comme ça où, comme on disait au tout début, l'effet en réalité du microbiote est principalement déterminant sur certaines pathologies du système nerveux et d'autres situations où on a d'autres facteurs qui vont être plutôt donc des facteurs principaux, et puis le microbiote vient rajouter ou vient entretenir ces facteurs-là, ou vient aggraver un petit peu plus la situation. Bon, en tout cas, c'est un débat très intéressant, on peut peut-être rester toute la nuit ici. Donc, je pense que on a déjà évoqué un certain nombre de sujets intéressants. Il y aura une autre possibilité, en tout cas, de pouvoir débattre encore, donc déjà nous trois,
potentiellement, avec peut-être d'autres invités aussi, sur des sujets connexes par rapport à ce qu'on vient de discuter ici, essayer de développer un peu plus la réflexion et la discussion. Donc, je fais juste un dernier appel pour celles et ceux qui viennent nous rejoindre, parce que je vois qu'il y en a certains qui n'étaient pas là et qui nous ont rejoints auparavant, que c'est une conférence ici, table ronde, qui s'inscrit dans le cadre des conférences préparatrices au congrès Microbiome 360 degrés qui aura lieu à Lyon les 11 et 12 octobre, petit rappel toujours, sur la thématique justement de la neurodigestion, euh, approche pratique et scientifique de syndrome d'intestin irritable et du SIBO, où on aura plusieurs intervenants de très haut niveau qui seront avec nous. N'hésitez pas à être parmi nous. Le congrès est en présentiel, comme je le disais tout à l'heure. Il est aussi en ligne. On aimerait bien vous voir en présentiel. Si vous ne pouvez pas, vous avez aussi l'option en virtuel, en ligne. Le replay du congrès sera disponible jusqu'à 6 mois après le congrès. C'est un congrès formation en réalité. Vous trouverez toutes les informations nécessaires à l'inscription sur ce site-là, microbiome360.orthodiète.org. Donc, c'est une formation certifiante également. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus d'informations. Et donc, nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine conférence ou table ronde ou